Alors, merci pour cette invitation aux organisateurs et à l'association de l'Université populaire. On n'entend pas bien, c'est ça? Peut-être le relever. Là, c'est bon? Parfait. Alors, je commence par vous présenter tous mes vœux de bonheur et de santé à tous et à toutes. Et puis j'espère que cette année sera pour nous, puisque c'est l'occasion des vœux, je sais que c'est un vœu que j'aimais, celle de l'intelligence. Et pas simplement en France, un peu partout. Et ce que j'entends par intelligence, c'est pas les diplômes, c'est le goût de l'autre, c'est la curiosité, c'est le partage, et c'est la destinée commune. C'est ça que j'entends par intelligence, principalement. En tout cas, moi, je suis optimiste. Je pense que les phases que nous traversons annoncent forcément un temps meilleur, puisque ça ne peut pas être pire. Donc forcément, on arrivera à rebondir. Un peu d'optimisme en ce début d'année 2000. Non, on peut le dire comme ça. Alors, ce que je vais vous présenter comme exposé aujourd'hui, c'est un exposé qui est une synthèse à partir de différents travaux que j'ai pu mener. Et puis là, c'était l'occasion, avec la thématique de l'émancipation mise en œuvre par l'Université populaire, de reprendre un certain nombre de travaux que j'avais menés depuis les 10 dernières années sur la question migratoire, sans forcément m'intéresser à cette question par ce prisme. Donc, je vais essayer de le présenter. Mais avant de rentrer dans le débat lui-même sur la question de l'émancipation par le départ et par la migration, je voulais balayer avec vous un certain nombre d'idées reçues sur cette question, parce que dès qu'on parle de faits migratoires, de fait, le débat politique vient polluer toutes les questions avec ces catégories, avec les prénotions qu'on a les uns et les autres. Donc il est difficile de traiter de cet objet avec distance du monde politique, distance du débat d'actualité. Et cela nous empêche en partie, je pense. Je ne suis pas contre le débat politique, je pense qu'il peut avoir des aspects positifs, mais sur certaines questions, il empêche de traiter de manière profonde un certain nombre de sujets. Et je pense que sur les questions migratoires, il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent, et ces idées nous empêchent de traiter de manière apaisée cette question, et puis de se poser la question, qu'est-ce que c'est que cet objet qu'on appelle migration? Qu'est-ce que c'est que les migrations au fond? Parce qu'on a tous l'idée qu'une migration, on sait ce que c'est, un migrant, on sait ce que c'est. Donc on oublie de se poser des questions qui nous paraissent parfois évidentes, mais qui sont fondamentales si on veut traiter cette question de manière un peu distante avec les débats politiques. Quand je dis débats politiques, aussi bien de gauche que de droite que d'extrême droite. D'ailleurs, chacun a ses propres vues sur ces questions-là, et quelle que soit l'opinion qui est donnée là-dessus, nous empêche de vraiment voir ce que sont les migrations. Donc je souhaiterais d'abord, dans un premier temps, balayer avec vous un certain nombre de faits, d'idées reçues sur ces questions. D'accord, et ensuite, de vous donner des exemples de parcours, de débats. Alors simplement sur les travaux que j'ai pu mener, j'ai couvert plusieurs régions, le Moyen-Orient, la Turquie, quand je dis Moyen-Orient, Jordanie, Liban, évidemment là où il y a beaucoup de réfugiés syriens, l'Afrique du Nord en grande partie, une partie de l'Afrique subsaharienne, et y compris les migrations françaises à l'étranger. Et j'ai étudié les migrants français au Canada, notamment en partie, les migrants français en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, parce que nous aussi, nous avons nos migrants. Et quand nous avons nos migrants, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que pour nous, ça porte un autre terme, on les appelle les expatriés. Voyez, alors, on a quand même à peu près 4 millions d'expatriés à l'extérieur. Ouais, c'est beaucoup. 4 millions, c'est pas rien. Et quand on a 4 millions, on est à peu près 4% de la population française. C'est pas négligeable. De gens qui partent à l'étranger, c'est pas simplement l'expatrié classique qui est envoyé par son entreprise française pour travailler à l'étranger. On trouve aussi bien des gens qui sont envoyés par leur entreprise que des migrants classiques, des jeunes qui partent pour chercher du travail au Canada, pour chercher du travail dans la Silicon Valley, pour chercher du travail au Moyen-Orient. Donc on a aussi une migration, et c'est intéressant de voir que les migrations du Nord n'ont pas de nom. Vous voyez, autant les autres immigrés, c'est assez facile, chacun a un portrait robot de ce que c'est que les immigrés, autant dès qu'il s'agit de migrants américains, anglais, allemands qui sont à l'étranger, les noms sont difficiles, on a du mal à employer le terme d'émigrés pour nos ressortissants. Donc voilà, ce sont des éléments que je souhaiterais balayer avec vous avant qu'on puisse débattre et échanger. Et puis évidemment, l'idéal, et là aussi c'est un vœu que j'aimais, parce que ce type de soirée, c'est pas simplement une personne qui distribue des connaissances. Les débats nous servent aussi à
revoir un certain nombre d'idées qu'on a, de concepts qu'on utilise et qui nous paraissent évidents et parfois qui sont creux lorsqu'on les met en discussion. Et l'objet de la science, ce n'est pas simplement des gens qui s'enferment dans des tours d'ivoire et qui produisent des rapports, ce sont des gens qui doivent arriver à dialoguer. Si le dialogue n'est pas possible, ça ne sert pas à grand-chose, et notamment dans les sciences humaines et sociales. C'est un des éléments qui me semble, moi, fondamental si on veut faire en sorte que les sciences sortent des universités et sortent des laboratoires. Alors, sur cette question migratoire, aujourd'hui, comme vous le savez, le débat est central. Et ce qui est intéressant dans cette centralité du débat, c'est que la centralité du débat sur les questions migratoires dans les démocraties européennes, mais y compris américaines, est inversement proportionnelle au nombre de migrants. Et lorsqu'on écoute la télévision, lorsqu'on lit la presse, on a l'impression qu'il y a une vague migratoire à l'échelle internationale qui est massive, qui est extraordinaire, avec des millions et des millions de gens qui circulent. Et donc on est dans l'idée qu'il y a un vrai problème migratoire, un problème de déplacement massif de population. Et c'est la première idée reçue sur laquelle je souhaiterais discuter avec vous. Parce que lorsqu'on prend tout simplement les chiffres, et pas les chiffres produits par les États eux-mêmes, par les États, par le Haut Commissariat aux réfugiés, par l'ensemble des nations, on s'aperçoit que sur les 7 milliards d'habitants de la planète, il y a à peu près 250 millions de migrants. Vous voyez, 250 millions sur 7 milliards. C'est une infime petite partie de gens qui bougent, et ce sont sur ces 250 millions à peu près des gens qui bougent de manière, je dirais, régulière, qui sont enregistrés, dont les passages sont comptabilisés aux frontières avec des passeports, ainsi de suite, et auxquels on pourrait rajouter, avec une estimation, si on veut être large, 250 millions de gens qui bougent de manière non régulière, qu'on ne peut pas enregistrer, qui passent les frontières sans se faire enregistrer, ce qui nous ferait à peu près 500 millions de personnes. Vous voyez, ce qui arriverait à un chiffre à l'échelle mondiale de seulement 3% de la population qui bouge à l'échelle planétaire. Et ça, c'est un chiffre, vous voyez, qui est important de se redonner, parce que si on ne l'a pas en tête, on a l'impression que c'est beaucoup plus que ça. Que toute l'Afrique bouge, que toute la Chine bouge, que toute l'Inde bouge, que l'ensemble de la planète bouge, sauf l'Europe. Or, nous n'avons que 250 millions de migrants réguliers, avec les 250 millions autres non réguliers qui bougent, donc 3% de la planète qui bouge. Donc en réalité, nous sommes dans une des périodes où les mouvements migratoires sont les plus faibles de ces derniers siècles. Voyez. Et ça, c'est un élément important qu'il faut qu'on ait en tête, parce que sinon, on serait tenté de penser l'inverse. Et ce que je vous donne là, ce ne sont pas les chiffres que nous avons produits dans nos laboratoires. Ce sont les chiffres produits par les mêmes États qui sont inquiets de déplacements massifs. Vous voyez, vous pouvez avoir comme ça des gens, des gouvernements qui vous disent qu'on a affaire à des déplacements massifs, ainsi de suite. Et puis eux-mêmes, lorsque vous allez dans les chiffres produits par leur douane, par la police aux frontières, on a ces chiffres-là par les services d'immigration. On est sur 3% de la population mondiale qui bouge. Et lorsque on rentre dans le détail de ces populations qui bougent, sur les 250 millions, il y a à peu près 65 millions de personnes qui bougent de manière forcée. Ce sont les déplacés forcés, réfugiés pour des questions de conflit, les gens dont la vie est menacée. C'est 65 millions de 250 millions qui sont dans l'obligation de bouger et de changer de territoire. Donc, vous voyez, même cela, ça fait peu. À l'échelle mondiale, ce qu'il faut ramener, c'est les 7 milliards d'habitants. Vous voyez, sur les 7 milliards d'habitants, il y a très peu de gens qui bougent. Je vous donne un autre chiffre sur la Chine, qui est un des grands pôles de population mondiale. Seulement 1% de la population chinoise bouge. Sur ce continent, qui a plus d'1,3 milliard d'habitants, c'est simplement 1%. Même chose pour l'Inde. On a à peu près entre 1 et 2% de mouvements migratoires en Inde. Ce sont les grands territoires les plus peuplés au monde. Si vous prenez la Chine et l'Inde, c'est 37% de la population mondiale. C'est-à-dire que sur les 7 milliards, 37% sont chinois ou indiens. Voyez. Et sur l'Inde, comme la Chine, c'est à peu près 1 à 2% de population qui bouge. C'est-à-dire que les 99% ou les 98% de ces populations ne bougent pas. Voyez. Donc on est en réalité dans une ère de la sédentarité et non pas de la mobilité. Et lorsque vous regardez territoire par territoire, on est bien dans cette ère de la sédentarité, et où les populations mondiales se sont fixées, où les mouvements sont moins importants en termes géographiques. Et cela s'est accentué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où les mouvements se sont plus ou moins ralentis. Alors, c'est intéressant d'avoir d'une part cette réalité-là, statistique, et de l'autre côté, cette espèce d'hystérie du débat politique sur la question migratoire.
Et puis, cette hystérie qui nous touche aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement les hommes politiques, nous-mêmes, on peut être parfois sous le prisme des images, des médias, être dans l'idée que ça bouge partout, que le monde fuit, ainsi de suite. Prends un autre continent, l'Afrique, qui va constituer à peu près 27% de la population mondiale. Là aussi, sur les Africains, on est sur très peu de mouvements migratoires internationaux. Et lorsqu'on rentre dans ce détail de 3%, la majorité des migrations sont des migrations transfrontalières. C'est-à-dire que lorsque les gens bougent, ils bougent dans le pays d'à côté. Les Africains migrent d'abord et en premier lieu en Afrique. Les Asiatiques migrent d'abord et en premier lieu en Asie. Les Européens migrent d'abord et en premier lieu en Europe. En réalité, les migrations internationales, c'est-à-dire changement de continent, ne concernent qu'une petite partie de la population mondiale. Et cette petite partie de la population mondiale, c'est celle qui intéresse le débat aujourd'hui, c'est celle qui est centrale dans l'ensemble des débats. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est derrière le débat migratoire, quel est le vrai débat qui est posé? Derrière cette question qui nous agite, qu'est-ce qui nous agite réellement? Est-ce que ce sont les migrations qui nous agitent ou est-ce que c'est notre situation actuelle? Est-ce que c'est notre propre état social qui nous agite? Ce sont ces questions-là qu'on doit se poser. Pourquoi, après tout, une centaine de personnes qui arriveraient à Aix-en-Provence, parce que ça serait à peu près ça à l'échelle, ou 200 personnes qui arriveraient à Aix-en-Provence, seraient l'objet d'un débat central de tout le territoire aixois, tous les jours, avec les élus qui diraient « mais ces 200 personnes qui arrivent, on a un vrai problème d'accueil », et ainsi de suite. Nous qui sommes 133 000, on est à peu près dans ce type de débat. Vous voyez, donc c'est intéressant de se dire, bon, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui nous arrive pour être aussi décontenancé, aussi déstabilisé sur ces questions? Qu'est-ce qui fait que la question migratoire pose autant de débats dans nos sociétés? Vous voyez, donc pour répondre à ces questions, il faut passer par l'objectivation des faits. Et un des premiers lieux que je vous donnais, ce sont les faits d'ordre statistique. Vous voyez, et s'il y a un chiffre que je voudrais que vous reteniez, c'est cette idée des 3%, chiffre qui vous sera confirmé par n'importe quelle institution internationale, en 3 à 5% de la population mondiale qui bouge aujourd'hui. Et lorsqu'on rentre dans le détail, alors qui bouge? Alors, souvent, dans notre idée de sédentaires, des Européens, c'est-à-dire des pays développés, économiquement plus ou moins confortables, même si la crise des dernières semaines nous rappelle que pas tout le monde est dans le confort et que c'est une question qui s'ouvre, on est dans l'idée que quand les gens bougent ou changent de continent, s'ils le font, c'est que forcément il y a un cas de force majeure. C'est soit parce qu'ils sont dans une situation de pauvreté extrême, donc c'est souvent l'explication économique, ces gens qui bougent, ils bougent parce qu'ils sont pauvres, promettant, soit ils sont menacés. Ça, c'est le cas des réfugiés. Alors, sur le premier cas de la pauvreté, lorsqu'on rentre dans le détail et qu'on regarde les personnes qui migrent à l'échelle internationale, on s'aperçoit que les pauvres, en fait, ne bougent pas. Et ce ne sont pas les pauvres qui bougent. Et pour cause, pour la bonne et simple raison que migrer, ça nécessite des ressources. Et des ressources économiques, des ressources culturelles et des ressources sociales. Et que si on n'a pas ces ressources-là, il est difficile de bouger. Donc en réalité, ce n'est pas la population la plus pauvre au niveau mondial qui bouge. Les plus pauvres sont souvent captifs des territoires. Comme c'est le cas dans n'importe quel pays au monde, les populations les plus pauvres, c'est celles qui déménagent le moins, c'est celles qui ne peuvent pas bouger, sauf quelques cas de populations pauvres qui sont nomades et qui bougent. Donc en réalité, ce n'est pas les populations les plus pauvres qui bougent. Alors si ce n'est pas les plus pauvres, qui bougent? Ce sont les populations catégorie moyenne stable, en partie, voyez, qui bougent, mais aussi catégorie supérieure, cadres qualifiés, des métiers hautement qualifiés, ingénieurs et autres, qui aujourd'hui sont cette migration des qualifiés plus ou moins invisible. Médecins, ainsi de suite. Pour ceux qui ont eu affaire à l'hôpital, quand vous allez à l'hôpital, vous n'avez qu'à demander un peu les nationalités des parties des médecins aux urgences et vous verrez qui accueille. Donc on a affaire à ces deux pôles, catégorie moyenne basse, stable, et puis catégorie hautement qualifiée, vous voyez, qui sont dans les migrations. Tu démarres sur émigrer sans définir ce que c'est qu'un émigré. Si on étudie Marseille, par exemple, on dit que c'est une ville où il y a des émigrés. On va avoir des Maghrébins, on va avoir des Italiens, des Espagnols, on va avoir des Corses, on va avoir des Auvergnats. Donc, je veux dire, toute cette migration interne, tu l'exclus de tes chiffres. Dans ce que tu as dit, l'immigration interne, c'est-à-dire les Français qui émigrent dans une autre région. Pour moi, c'est l'immigration pareille. Oui, je ne la mets pas dedans. Je suis sur les migrations, principalement internationales, telles qu'elles sont définies aujourd'hui.
statistiquement. C'est-à-dire lorsqu'on change de pays pour une durée minimale d'une année. Ouais, voilà. Je serai dans les deux, je reviendrai tout à l'heure. Comme on a 1 heure ensemble, on va pouvoir traiter d'un tas de questions. D'accord ? Donc on reviendra sur ces questions, mais je suis principalement d'abord sur les migrations, vous avez raison, internationales. Lorsqu'il y a changement, lorsqu'il y a passage de frontières et lorsqu'il y a changement de citoyenneté ou de nationalité. Ce sont ces migrations-là, aujourd'hui, qui sont au centre du débat. Et quand on a les débats politiques au niveau de l'Europe, quand on a les débats politiques au niveau des États-Unis, au niveau de Trump, ce n'est pas les gens qui vont du Texas et qui vont en Californie pour qui posent le débat. Ce sont les Mexicains qui arrivent, ce sont les Guatémaltèques, ce sont ces populations. Pour nous aussi, lorsque dans ses vœux, le président de la République dit on a plein de problèmes sociaux, plus les migrations, il ne pense pas aux Auvergnats ni aux Corses, il pense aux gens qui viennent d'Afrique du Nord, il pense aux gens qui viennent d'Afrique subsaharienne. C'est cette migration-là qui est l'objet central du débat aujourd'hui. Quand j'ai l'objet politique, d'accord ? Et c'est de ça c'est à propos de ça que je voudrais vous donner un certain nombre d'éléments pour évacuer des idées reçues. Et évidemment, je reviendrai sur la notion même de migration et d'immigré par la suite et ce qu'elle signifie. Donc lorsqu'on regarde, et je ne m'étalerai pas plus, c'est simplement pour vous donner quelques idées, la notion de migrant, vous voyez, pendant longtemps, jusqu'aux années 70, le terme n'existait pas, on ne parlait pas d'immigrés, on parlait d'étrangers. Il y avait des étrangers. Pas d'immigrés, c'est à partir des années 80 que l'appellation immigré, fin 70-80, que la notion d'immigré va venir remplacer la notion d'étranger. Ça ne veut pas dire qu'auparavant on n'en avait pas, si, il y en avait même un peu plus, mais la notion d'immigré va venir s'installer dans les années 80. Donc si on regarde d'un point de vue historique, en réalité, la période migratoire la plus forte a été celle du 19e siècle. C'est au 19e siècle que les mouvements migratoires internationaux étaient le plus forts, et là, la population qui a le plus bougé, c'est la population européenne. La migration la plus forte historiquement, y compris numériquement, ça a été la migration des Européens et non pas la migration des Africains ou des Chinois, proportionnellement parlant. C'est la migration des Européens qui sont partis pour une grande partie aux États-Unis, en Amérique du Nord, mais aussi en Afrique du Nord, en grande partie, en Afrique subsaharienne. Ce sont les migrations qui ont suivi les colonisations, en grande partie. Donc là, on a eu des déplacements importants de la population européenne qui s'est déplacée sur l'ensemble de la planète. Donc en réalité, la période migratoire la plus forte a été celle des populations européennes. Si vous prenez sur le continent, les populations qui ont le plus bougé sur les 3 derniers siècles, ce sont ces populations européennes qui ont bougé, et dans le monde entier. Et lorsqu'on regarde, ce n'est pas un hasard si en Afrique du Sud, vous avez des Afrikaners, ainsi de suite. Si en Nouvelle-Zélande, vous avez des Européens ou des gens d'ascendance européenne. Sur une bonne partie des pays aujourd'hui d'Afrique subsaharienne, on retrouve aussi cela. Donc, toutes ces populations se sont installées en 18e, 19e siècle dans ces populations. Le seul autre mouvement migratoire d'importance qu'on a connu par la planète, c'était le mouvement migratoire forcé lié à l'esclavage des populations noires qu'on a exporté un peu partout. Donc historiquement, la migration européenne a été une des plus importantes à l'échelle planétaire. Or aujourd'hui, ce sont ces mêmes populations qui ont été le plus touchées par les migrations qui sont les plus réfractaires à cette migration. Et là aussi, historiquement, c'est un élément intéressant parce que l'histoire n'explique pas tout, mais parfois, revenir à quelques éléments historiques 1 ou 2 siècles, ça nous aide à voir notre propre histoire avec distance. Et de prendre un peu de recul pour comprendre un peu nos propres situations. Donc au XIXe siècle, on a eu une migration importante et ça a été une migration de la jeunesse européenne principalement. Ça, c'est l'autre élément. Les gens qui bougent sont principalement des gens jeunes. Principalement des gens jeunes et principalement des jeunes hommes dans un premier temps. Et très rapidement par la suite, on voit que les migrations féminines ont été aussi importantes que les migrations masculines, mais elles ont été pendant longtemps invisibilisées. Et lorsque les femmes bougent, c'est moins visible que lorsque ce sont des hommes qui bougent. C'est souvent invisibilisé. On a aussi l'impression que la migration, elle est principalement masculine. Or, lorsque vous regardez les chiffres, les femmes bougent autant que les hommes et elles ne bougent pas simplement pour suivre leur mari, comme c'est souvent dans les idées qui reviennent. Elles bougent aussi individuellement. C'est-à-dire qu'elles bougent sans suivre leur mari. Elles ont leur propre migration. Et là aussi, y compris les migrations européennes, lorsqu'on regarde au XIXe siècle, énormément de jeunes filles européennes ont bougé. Ils sont partis soit dans les colonies, soit en Amérique, ainsi de suite. Donc ce sont principalement des mouvements jeunes, ces migrants, et c'est encore valable aujourd'hui. Sur les 3% de la population mondiale qui bouge, lorsqu'on regarde, ce sont principalement des jeunes gens qui bougent de par la planète. Oui. Alors pourquoi c'est un élément important ? Parce que je dirais qu'à cet âge-là, bouger, au niveau de la jeunesse,
ça nous donne une autre indication. C'est-à-dire que ces mouvements migratoires, si on les voit par le prisme de l'âge, ça nous fait prendre une distance avec un certain nombre de questions liées aux questions principalement économiques, aux questions sociales. Les jeunes bougent parce qu'une partie des jeunes s'affranchissent par la migration, s'affranchissent par le départ. Et c'est sur le point que je voudrais traiter par la suite. Alors, la migration comme forme d'affranchissement. Je reviendrai, et c'est le point, moi, qui me semble essentiel. Alors, quand je dis migration égale affranchissement, ça veut dire lorsqu'on a une partie des jeunes qui bougent, pour une grande partie des jeunes de la planète, la migration est une entrée dans l'âge adulte. Et quand tu dis une entrée dans l'âge adulte, le fait de bouger, c'est s'affranchir de ses origines, c'est s'affranchir de son milieu social, s'affranchir de son village, s'affranchir de sa communauté, de sa famille, contrairement à ce qu'on pense. Parce que souvent, on voit les migrants comme des gens attachés à leur culture, à leurs coutumes, et ainsi de suite. Et puis, quand vous rentrez dans le détail et que vous faites de la micro-sociologie, que vous allez regarder dans les villages d'où partent les migrants, en réalité, on s'aperçoit que les gens qui partent sont déjà en rupture culturelle avec leur propre foyer de départ. Et je reviendrai à travers quelques cas, parce que ce sont des éléments qui sont peu interrogés. Alors, pour quelles raisons ce sont principalement les jeunes qui bougent et pas forcément les autres classes d'âge? Parce que ce sont les périodes de la vie où la mobilité est plus simple. Le mariage est moins important, il y a moins d'enfants, ainsi de suite. Donc, on a des populations qui bougent. Et aujourd'hui, au niveau de la planète, ce sont principalement ces populations, avec une augmentation depuis les années 90-2000 de la migration des enfants. Vous voyez, des gens qui sont entre 15 et 18 ans et qui bougent aujourd'hui, qui bougent non seulement dans le continent africain, asiatique, ainsi de suite, mais qui bougent de manière internationale. C'est-à-dire qu'on a l'arrivée d'enfants qui arrivent tout seuls. Il y a 2 semaines, j'étais en entretien avec 2 jeunes Afghans, 11 et 9 ans, 2 frères qui sont partis de Kaboul, qui sont passés par les montagnes iraniennes, Turquie, Grèce, et qui sont remontés par les Balkans en France. Vous voyez, quand vous avez un itinéraire à 11 et 9 ans de plusieurs milliers de kilomètres, forcément, ça ne vous fait pas les mêmes enfants, ça ne produit pas les mêmes personnes. On a affaire à des gens qui se sont affranchis à tout point de vue. Voyez, et dont les compétences sont bien supérieures aux miennes et à beaucoup d'autres à ce niveau-là. Je serais bien incapable de faire à pied un parcours aussi long de Kaboul pour arriver jusqu'en France et à Marseille. Voyez, aujourd'hui, je ne parle pas à mon enfant, c'était inimaginable pour une partie d'entre nous. Donc, ce sont ces mouvements-là. Et donc, ces mouvements-là, nous les étudions en France, et c'est un peu le travers, et en Europe, on a souvent tendance à rentrer par le prisme du misérabilisme. Alors quand je dis le prisme du misérabilisme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de situation de pauvreté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de situation difficile, mais on réduit souvent la migration à ses conditions. Et quand je dis on réduit la migration à sa condition, c'est-à-dire qu'on construit un portrait robot du migrant comme un problème social principalement. Et au lieu de voir les 2 aspects de la chose, c'est-à-dire oui, il y a des problèmes sociaux, mais à côté de cela, on a affaire à des gens qui ont été capables de faire 3000, 4000 kilomètres, de s'acculturer, de s'arracher à leurs origines pour venir s'installer ailleurs, ce ne sont pas simplement des problèmes sociaux, ce sont aussi des compétences. Et des compétences importantes. Et donc moi, je me suis intéressé à ces populations et je suis allé enquêter dans les villages de départ. Disant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va dans ces villages de migrants, lorsque je vais dans des campagnes marocaines, dans des campagnes Moyen-Orient, Liban, en Turquie, en Jordanie, qui sont ces gens qui partent et comment se fabrique et comment se produit localement cette migration. Alors, lorsqu'on arrive dans ces pays-là, un des premiers éléments qui explique ces mouvements migratoires, c'est d'une part l'aspiration, en tout cas la montée des niveaux d'aspiration sociale des individus. Et ce qu'on peut qualifier par cet aspect-là, c'est l'idée d'une forme de démocratisation des esprits de par la planète. Alors qu'est-ce que j'entends par démocratisation des esprits par la planète ? Comme en Europe et comme dans d'autres pays, de plus en plus, la souveraineté individuelle comme élément de base de droit est en train de s'imposer. C'est-à-dire que les gens se voient, y compris en Afrique, là où on pense que le groupe est souvent s'impose, un enfant africain est éduqué par tout le village, ainsi de suite, toutes ces choses qu'on reprend nous, elles sont de moins en moins vraies. Lorsqu'on va, y compris dans ces territoires-là, on s'aperçoit que le désir d'être souverain sur sa destinée est quelque chose de plus en plus partagé. La souveraineté sur sa propre destinée, le fait de choisir son avenir, le fait de choisir son mariage, le fait de choisir sa vie, c'est quelque chose qui est de plus en plus partagé et c'est quelque chose qui est plus ou moins
récente. Quand je dis récente, c'est 1 siècle, à peu près 2 siècles. Cette chose-là, elle a commencé d'une part par la colonisation de l'Europe, dans ces pays-là qui ont exporté une forme de rationalisation économique, d'autres modes de vie, mais elle est aussi le fait d'une démocratisation, de processus de démocratisation des esprits. Alors quand j'ai démocratisation des esprits, c'est-à-dire que les gens se sont démocratisés, pas forcément leurs institutions, pas leurs États. On est toujours dans des pays où il y a beaucoup de régimes totalitaires et ainsi de suite, mais ce qui change aujourd'hui, c'est l'idée que la situation que vivent les gens, ils ne la vivent plus comme une chose normale. Ils souhaitent en changer. Oui, et ça, c'est un changement important. Alors pourquoi je vous dis cela? Parce qu'au début du siècle, il y avait eu un grand questionnaire fait par des Américains auprès de paysans turcs et on leur posait une question assez simple à ces paysans turcs. Que feriez-vous si vous étiez à la place du président de la République? Vous voyez, aucun paysan n'était en capacité de répondre à cette question. Vous voyez, parce qu'aucun paysan turc n'arrivait à s'imaginer ce que c'était qu'un président de la République, ce qu'il pouvait être. Aujourd'hui, cette question, n'importe qui peut y répondre. Non seulement en Turquie, mais de par la planète. Voyez, et c'est un peu ce qui nous déstabilise, nous, depuis 3 semaines, avec tous ces gens qui disent « mais on va être pris en compte ». Voyez, mon point de vue, moi, je n'ai pas fait d'études ni rien, je ne suis pas diplômé, mais mon point de vue compte. Voyez, c'est ça l'idée de démocratisation. C'est lorsque les gens revendiquent la souveraineté sur eux-mêmes et sur leur destinée. Et ça, c'est un élément qui avance de par la planète, et les causes de cette avancée sont diverses. C'est d'une part l'avancée de la scolarisation. L'école a avancé dans beaucoup de pays. Et lorsqu'on observe l'avancée de l'école, y compris dans les pays africains, évidemment, l'école n'a avancé que sur les âges primaires. C'est l'école primaire, mais je dirais que ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le fait que l'école distribue des diplômes qui amène des changements, mais l'école ouvre une espèce de promesse, ou en tout cas ouvre un débat sur le fait qu'on peut changer de destinée par l'apprentissage. Et elle amène ce message, y compris dans les pays africains, y compris pour les gens qui ne vont pas à l'école. Il y a cette idée-là. Lorsque l'école arrive dans un territoire, il y a l'idée qu'avec l'apprentissage, on peut changer de situation. Et lorsque l'école arrive et dit avec l'apprentissage, on peut changer de situation, ce qu'elle remet en cause, c'est la nature même. Et elle remet en cause cette idée que lorsqu'on était paysan, on était sur 4-5 générations, qu'on n'avait pas de ces questions à se poser. Lorsqu'on était fille en Afrique subsaharienne, on était voué à être marié sans pouvoir dire son mot, ainsi de suite. Ce sont ces bouleversements-là qui sont extraordinaires. Et voyez, on ne les mesure pas assez et qui sont l'objet de troubles extrêmement importants. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, dans une bonne partie de l'Afrique, dans une bonne partie des pays qui sont en conflit, c'est ça qui est en débat. Voyez, ce qu'on a appelé les printemps arabes, c'est rien d'autre que ce refus de la nature, de la destinée donnée une fois pour toutes. Voyez, et qui s'est exprimé, y compris chez les non-lettrés, chez les gens qui ne sont pas allés à l'école, et qui aujourd'hui disent « j'ai droit de choisir ». L'idée de choisir son avenir, c'est ça que je qualifie de démocratisation des esprits. Et c'est quelque chose qui est assez important. Le problème, c'est que cette démocratisation des esprits, elle s'entrechoque avec de vieilles institutions qui ne les ont pas prévues, ou en tout cas qui ne peuvent pas fonctionner avec cette démocratisation des esprits. Alors, quelles sont ces institutions? Ce sont d'abord les régimes eux-mêmes de ces pays. Pense à l'Afrique. Une bonne partie des régimes africains sont incapables de fonctionner avec cette démocratisation des esprits de leur population, parce que ce sont des régimes d'indépendance, pour une grande partie d'entre eux, qui sont eux-mêmes nés dans la colonisation, des théories coloniales, qui ont été peu réformées, qu'on a plus ou moins maintenues aussi. Voyez, en les finançant, en maintenant tel au pouvoir, quand ça nous arrangeait, quand les contrats avec Bolloré pouvaient être passés, il valait mieux maintenir un tel, quand c'est les Américains, ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des institutions que nous avons maintenues et qui aujourd'hui sont incapables de répondre sans un changement radical aux nouveaux désirs de souveraineté de leur population. Et elles sont incapables. Et donc la migration dans ces cas-là apparaît aussi comme une forme de contestation sociale. Partir, c'est une manière de contester socialement l'ordre établi. Vous m'avez cantonné à cette position, vous m'avez cantonné à un grand quartier populaire de Nairobi, je pars, je quitte, et je défie cette destinée que vous m'avez construite et que vous ne voulez pas changer par le départ, par la migration. Donc la migration, c'est aussi une forme de contestation sociale. Et quand vous regardez cela à l'échelle aujourd'hui mondiale, oui, il y a une forme de mobilisation sociale. Et ce que je trouve moi extraordinaire dans ce fait-là, c'est autant vrai chez les jeunes subsahariens que chez les jeunes Français que j'ai interrogés au Canada. Et lorsque j'ai interrogé les jeunes Français qui ont migré au Canada, leur discours, quelque part, n'était pas différent des jeunes subsahariens. C'est-à-dire que ce qui remettait en cause, c'est le plafond de verre en France, pour une partie d'entre eux. C'est le fait, beaucoup revenaient avec l'idée du piston. Vous avez beau faire des études, on ne trouve pas de travail. C'est le blocage social.
Et cette idée du blocage social est revenue dans la quasi-totalité des entretiens que j'ai eus avec des jeunes Français aux États-Unis, au Canada, au Moyen-Orient, et qui revenaient régulièrement. Et dans ce sens-là, c'est pas différent des jeunes subsahariens. Et dans ce sens-là, oui, la migration, c'est aussi une forme de mobilisation sociale. C'est-à-dire qu'on conteste l'ordre établi et c'est quelque part contesté par la chaise vide. Et je pars, et puis je conteste, et puis pour une bonne partie de ces subsahariens, et je reviendrai, le retour, lorsqu'on a réussi sa migration, est une forme de revanche sociale qui va revenir remettre en cause l'ordre établi dans le pays départ. Donc lorsqu'on regarde tout cela, on s'aperçoit que c'est une des premières explications, c'est la démocratisation des esprits. Vous voyez, je dis l'école, mais aussi l'information. L'information, alors nous, on la trouve insuffisante, elle n'est pas bonne, on la conteste, vous voyez, on la critique, ainsi de suite. Mais l'information aujourd'hui, ou en tout cas l'information par les réseaux sociaux, permet à une bonne partie de la population mondiale de détourner les censures des régimes en place. Et parfois, pas simplement les censures, mais l'insuffisance simplement de formation. Vous voyez, la plupart des réfugiés, par exemple, qu'on a rencontrés, avaient tous un smartphone et toute l'histoire de vie familiale était contenue dans les smartphones. Voyez, petites vidéos, films, photos, et chacun était capable de vous montrer la photo de la grand-mère quand ils ont fui, les chars, et ainsi de suite. Et chacun mettait à disposition ces images, et là aussi c'est une nouveauté, c'est-à-dire qu'on peut avoir le téléphone portable dans des régions où il n'y a pas l'électricité. Voyez, qui fonctionnent avec des groupes électrogènes, et où la communication, quelque part, a contourné le manque d'infrastructures. Et ça, c'est une révolution à laquelle ni les pays subsahariens, africains, indiens, ni les Européens n'avaient prévu. C'est-à-dire que ça nous dépasse largement, on ne comprend pas ce qui se passe. Et oui, aujourd'hui, quelqu'un qui est au fin fond de l'Afrique est en capacité d'avoir une vision sur ce que c'est que la communication, à des informations, à des éléments. Donc c'est l'autre aspect qui est extrêmement important, c'est l'information. Et cette information, elle est à la fois le fait des réseaux sociaux, mais y compris la circulation des premiers migrants eux-mêmes. C'est-à-dire que les migrants qui sont partis de ces territoires-là reviennent. Ils reviennent, et quand ils reviennent, ils construisent une maison dans leur pays de départ, ils construisent, pour certains, ils investissent, et ainsi de suite. Donc tout le discours qu'on a, nous, sur le fait, lorsqu'on finance des spots pour dire la migration, c'est dangereux, attention, si vous partez, c'est l'échec, ainsi de suite, ils ont cette vision d'échec, mais ils ont aussi des visions de réussite. Alors, tous ces gens qui sont partis et qui ont réussi. Et pour eux, cette vision, elle est aussi vraie que l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les deux sont valables. C'est-à-dire que j'ai vu mon voisin, il est parti, et mon voisin a réussi. Et là, quand on s'intéresse à cela, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un imaginaire collectif, un rêve collectif qui est fabriqué à travers les histoires individuelles de ces migrants qui sont partis et qui ont réussi. Et n'importe quel membre du village est en capacité de vous donner la cartographie de qui est parti dans quel pays, qui a réussi, qui n'a pas réussi dans le village. Et chacun a cet élément. Donc ces gens se transforment en légendes urbaines. Et ce qui marque les discussions dans les bars, les terrasses de café avec ces populations, ce sont souvent les histoires de celui qui est parti de rien et qui a réussi. Vous voyez, c'est le jeune qui était orphelin chez lui et qui a réussi et qui va devenir quelque part l'élément de conte qui sera raconté comme un conte, parce qu'on va romancer, on va exagérer, ainsi de suite, ça va circuler. Mais au fond, c'est moins la réalité qui compte dans ces histoires-là que ce qu'elle permet à ceux qui souhaitent partir. Oui, et donc ces histoires, ces rêves sont mobilisés non pas comme une forme d'illusion, comme on le croit, les gens ne sont pas dans l'illusion, ils savent que c'est difficile, mais ça devient un mode d'agir. Le fait de savoir qu'il y a des gens qui ont pu réussir, ça permet de motiver une partie de certains d'entre eux qui sont mitigés, qui ont un peu peur, pour partir. Donc, vous voyez, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants lorsqu'on va dans ces pays. Et puis, troisième élément, lorsqu'on s'intéresse, et je me suis intéressé à ces jeunes, on voit qu'une partie des jeunes qui décident de partir à un moment donné sont déjà en rupture culturelle avec le village. Et sur les premiers mois de mes enquêtes, revenait souvent le terme « ici, on ne fait rien ». Lorsque j'interrogeais des jeunes paysans, marocains, subsahariens, « qu'est-ce que vous faites ?» La première question, « je ne fais rien ». Et puis, lorsqu'on poursuit l'entretien, derrière l'on ne fait rien, c'est 12 heures de travail par jour à 13 heures de travail par jour. C'est des gens qui partent à 7 heures le matin, qui reviennent à 21 heures, qui travaillent au champ, mais pour eux, ça, c'était rien. Parce que ce n'était pas une activité dans laquelle ils s'émancipaient. Ce n'était pas une activité qui leur permettait le changement, donc ce n'était rien. Donc pour eux, le rien, ce n'est pas le volume de travail, ce n'est pas la pénibilité, c'est le fait que l'activité n'amène pas une réalisation de soi. Et quand ils me disaient « je fais rien », j'allais quand même voir. Et en réalité, sur les 200 migrants que j'ai pu rencontrer, tous travaillaient. Aucun d'entre eux n'avait aucune activité. Et derrière le rien, j'ai fini par comprendre qu'en réalité, ce qui était mis en cause, c'est la routine sociale. C'est le fait que, quelle que soit l'activité, le changement de vie n'arrivera pas.
Voyez, je suis paysan, mon père était paysan, ma femme sera paysanne, mes enfants sont paysans. Et puis là, on a la génération de la rupture qui dit « pas moi ». Moi, je ne serai pas paysan. Et en réalité, quand on voit ces jeunes, ils sont déjà dans des formes d'acculturation. Ils sont déjà dans des formes culturelles hybrides, à la fois de leur pays, mais en même temps des pays de destination. Voyez, ils sont déjà cela. Alors, il y a plein de traces, plein de faits. Voyez, ça va du poster du film européen qu'on trouve dans tous les bars, dans tous les cafés, à la musique que les jeunes écoutent et qui va être principalement de la musique européenne, aux manières de s'habiller, ainsi de suite. Donc, en réalité, l'imaginaire social européen est disséminé à travers une multitude de petites traces qui peuvent nous sembler être pas grand-chose, mais qui sont, pour ces populations, des formes d'hybridation culturelle au quotidien. Et donc en réalité, il y a une forme de mondialisation des populations subsahariennes et africaines qui est beaucoup plus forte que la mondialisation qui touche les populations européennes. Pour la bonne et simple raison qu'il y a 2 siècles de colonisation, déstructuration de leur propre culture, de leurs propres origines, de leur propre langue, ainsi de suite. S'ajoute à ces 2 siècles de colonisation pour la plupart, tout de suite dans la foulée, la mondialisation, certaines formes d'impérialisme avec les entreprises qui se sont installées, ainsi de suite, et qui ont amené une forme de mondialisation culturelle dans ces territoires-là. Voyez, donc on ne peut pas à la fois amener de la mondialisation culturelle, économique et sociale, et puis espérer que les populations travaillent pour nous et pour cette mondialisation culturelle et vivent dans les conditions sociales qui sont les leurs et qui sont faites sans les avantages de cette mondialisation. Évidemment, c'est une utopique de penser que, ou en tout cas une forme d'aveuglement qu'on a lorsqu'on pense que ces populations ne vont pas bouger. Donc tous ces contextes-là font qu'une partie des populations deviennent la génération de rupture, la génération qui dit « moi je pars ». Voyez, et ces différents départs vont se produire de différentes manières. On a le départ légal avec la migration légale, mais il y a beaucoup de départs qui sont des départs non légaux. Et ces départs non légaux, là aussi, on est dans l'idée que déferle chez nous une masse de gens incontrôlés, c'est l'anarchie, les illégaux qui arrivent. Et je me suis intéressé à ces illégaux, je me dis qui part de manière illégale dans certaines familles. Et lorsqu'on s'interroge sur ces questions-là, on s'aperçoit qu'il y a une forme de sélection extrêmement importante des départs dits clandestins. Autant les départs réguliers sont des départs, vous avez de l'argent, vous payez, vous avez des réseaux familiaux, vous payez, vous y allez. Autant chez les clandestins, il y a une sélection extrêmement forte des populations qui partent. Parce que les familles investissent dans ces départs. Elles mettent de l'argent. Il y a des ressources qui sont mises. Un départ clandestin en Afrique subsaharienne, c'est entre 2 000 et 7 000 euros aujourd'hui. Voyez, ces 2 000 et 7 000 euros peuvent monter à 9 000 euros si le voyage est raté et qu'on le refait plusieurs fois. Okay, 2 000 à 7 000 euros, si vous mettez ça en francs CFA, vous pouvez acheter une maison, 2 maisons dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Donc c'est un investissement important que les familles font, que l'entourage fait. Et quand on a un investissement aussi important, évidemment les familles choisissent. Et elles choisissent parmi les meilleurs de leurs enfants. Pour la bonne et simple raison que l'enjeu, c'est la réussite du voyage. On n'envoie pas un enfant ou un jeune en migration illégale si on pense qu'il n'a pas beaucoup de chances de réussite. Parce que comme il y a de l'argent qui est mis derrière, comme il y a un investissement, on va sélectionner, je ne m'étalerai pas sur cette sélection, parce qu'une sélection qui peut rentrer sur des critères physiques, des critères moraux, ainsi de suite. Et en réalité, les clandestins qu'on reçoit aujourd'hui dans les pays européens sont souvent les meilleurs de leur village. Ce sont les meilleurs de leur village. Départ clandestin, ce sont les gens qui partent de manière non régulière, qui utilisent les barques, les passages illégaux, qui arrivent en Europe et pour lesquels il faut payer et pour lesquels, évidemment, ça nécessite beaucoup de ressources financières. Aujourd'hui, c'est un business assez important en Libye, au Maroc, ainsi de suite. Et ça l'est d'autant plus que nous avons confié aux Libyens la frontière, ou en tout cas le contrôle des frontières européennes. Actuellement, ce sont les mafias libyennes qui gèrent les migrants en Libye pour le compte de l'Europe et qui reçoivent de l'argent en Libye, qui évidemment qui n'appliquent pas tout le temps et qui laissent passer en faisant payer les migrants aussi. C'est-à-dire que non seulement ils reçoivent de l'argent de l'Europe, mais en plus ils font payer des migrants qui laissent passer en fonction de ce que vous mettez comme argent là-dessus. Et ça peut aller, comme je vous dis, entre 2 000 jusqu'à 7 000 euros pour ces départs-là. Donc en réalité, les clandestins qu'on reçoit, ce sont souvent des jeunes et ce sont souvent les meilleurs de leur village. Capacité de travail importante, capacité d'adaptation, capacité d'endurance, et ainsi de suite. C'est ce qui explique qu'une bonne partie de ces gens sont capables de vivre des situations aussi difficiles. Si certains d'entre vous s'imaginent en Calais pendant plus de 3 mois, 4 mois, vivre dans ces conditions, nous ne pouvons pas. Nous avons perdu cette habitude. Donc il y a une vraie sélection qui se fait dans ces familles et ce sont ces populations-là que l'on reçoit.
Et ce sont ces populations qui arrivent aujourd'hui en Europe de manière légale ou de manière illégale. La migration, c'est une migration déjà choisie dans les pays de départ. On choisit parmi les meilleurs pour être sûr que les choses réussissent. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps, simplement pour balayer un certain nombre d'idées reçues, pour vous dire qui sont ces migrants, à la fois en termes de chiffres, et qui sont ces populations qui viennent. Alors je ne mets pas de côté toute la question de pauvreté, toutes les situations difficiles que ces populations vivent, mais enfin on peut les voir différemment, on peut les voir de la manière de l'Odyssée comme de la manière la plus misérable, et moi j'emprunte, en tout cas je choisis la voie de l'Odyssée pour imaginer ces départs migratoires, parce que lorsqu'on rentre dans les biographies individuelles, bien là on s'aperçoit que ce sont des trajectoires extraordinaires sur ces populations. Je donne simplement quelques-unes parmi ces trajectoires. Deux jeunes de Sierra Leone, 17 ans, 16 ans, frères et sœurs, qui partent et qui font tout à pied, qui remontent jusqu'au Maroc, qui ensuite passent en Espagne. Au passage, le frère prend une balle dans un des conflits et arrive, les deux arrivent au Maroc, arrivent à passer en Espagne parce qu'ils travaillent clandestinement au Maroc, ils se font un peu d'argent, ils arrivent à passer, ils passent en Espagne, ils restent 6 mois, 7 mois en Espagne, ils arrivent à passer jusqu'en France. C'est des gens que j'ai rencontrés il y a 10 ans. Aujourd'hui, Augusto a un enfant, il est chef électricien, vous voyez, a passé ses diplômes, et sa sœur Justice a, pareil, un diplôme, et elle est puricultrice dans le nord de la France. Donc là aussi, rien ne prédestiné à la réussite de ces populations, et pourtant elles ont réussi. C'est un peu la même chose qu'on a eu, et j'ai eu l'occasion de le rappeler dans notre conférence, sur les migrations arméniennes, italiennes, espagnoles, lorsqu'on a des gens qui sont venus des catégories populaires et qui ont produit des médecins, des avocats, voyez, des gens hautement qualifiés. Or, ces populations n'étaient pas équipées socialement pour produire des médecins, des avocats, ainsi de suite. Et on ne s'est jamais interrogé sur qu'est-ce qui faisait la spécificité de ces populations qui, malgré leurs conditions sociales, arrivaient à éduquer un certain nombre d'enfants et à en faire des médecins, des ingénieurs, ainsi de suite, alors qu'à catégorie populaire égale en France, les populations populaires françaises n'arrivaient pas à produire de la mobilité sociale et reproduisaient. Donc, vous voyez, ce sont des éléments sur lesquels il faudra qu'on s'interroge. Moi, je pense que ça vient en partie sur les compétences que mène la route migratoire et les trajectoires migratoires. Alors, faire de la migration, c'est développer des compétences dans plusieurs domaines. Et une des premières compétences, comme je disais tout à l'heure, sur laquelle je reviens maintenant, c'est l'affranchissement et l'émancipation. La route migratoire, c'est d'abord s'émanciper. Et quand je dis s'émanciper, c'est s'émanciper à tout point de vue. C'est l'émancipation sociale pour une partie de ces jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par émancipation sociale ? Lorsqu'on s'arrache à sa condition d'origine, lorsqu'on s'arrache à son village, il faut une certaine maturité pour s'acculturer socialement et culturellement. Et cette maturité, elle est très peu interrogée. On a l'impression que nous, c'est quelque chose d'évident. Lorsqu'on part, on peut le faire, ainsi de suite. En réalité, ça nécessite un travail. Et cet affranchissement, c'est être à la fois capable d'avoir des affinités avec ses origines, mais en même temps de se projeter dans quelque chose de nouveau. Et en réalité, la migration, c'est l'adaptation permanente. La première adaptation, c'est la langue. S'adapter de la langue. Et si vous regardez un peu tout le travail qu'a fait Hannah Arendt, qui était aussi une des réfugiées et qui ont fait partie de ces vagues migratoires, comme d'autres intellectuels à cette époque-là, Hannah Arendt disait souvent « ma langue maternelle, c'est ma patrie ». Parce que c'est dans sa langue maternelle qu'on exprime ses émotions spontanées. Lorsqu'on se fait mal, lorsqu'on jure, on le fait dans sa langue maternelle. Même si on est à l'étranger, bien, les gens qui migrent acceptent d'exprimer leurs émotions dans une autre langue que la langue maternelle. Et c'est là un des premiers affranchissements. Et quand je dis un des premiers affranchissements, parce que ça donne une liberté extraordinaire. S'affranchir de sa langue, c'est être capable de s'affranchir de sa propre histoire. Alors quand je dis s'affranchir, c'est pas renier, c'est pas rejeter, ainsi de suite, c'est être capable de sortir dans ce qui vous a structuré. Une langue, ça vous structure pas simplement en termes de langage, ça nous structure socialement, ça nous structure culturellement. La manière dont on voit le monde est liée à cette structure langagière. Et donc la première des compétences que développent les migrants, c'est être capable de s'arracher de cela, c'est être capable de sortir de cette structure langagière, et qui est une des compétences les plus difficiles. Sortir de sa langue maternelle, bien sûr que c'est compliqué. C'est compliqué quand je dis sortir, c'est en sortir complètement, c'est arriver à exprimer ses émotions dans une langue qui n'était pas votre langue maternelle. Et évidemment, ça donne des capacités, ça donne une forme de liberté, c'est là un premier affranchissement. Et ce premier affranchissement, il participe à remettre en cause, en premier lieu, le récit national. Et quand je dis le récit national, lorsqu'on part et qu'on est sénégalais, les routes migratoires vous font passer de sénégalais à Peul, à la rigueur,
à un membre de la communauté, à un membre d'un village. C'est-à-dire que tout le récit national qui est fabriqué à travers la langue, tout le récit national qui est fabriqué aujourd'hui à travers l'État-nation, on s'en affranchit lorsqu'on est dans la migration et lorsqu'on est dans le projet migratoire. Et c'est là un des premiers éléments qui nous pose aujourd'hui problème. Nous ne sommes pas affranchis de l'État-nation. Nous continuons à penser l'État-nation comme une nature et non pas simplement comme un projet transitoire qui a émergé il y a quelques siècles et qui a forcément vocation à être dépassé dans quelques siècles. Pour nous, l'État-nation, ça reste le fondement. Vous voyez, on est sur des commémorations, on est sur des rituels, on est presque dans une forme d'adoration religieuse de l'État-nation, hein, sur le drapeau, ainsi de suite. Nous-mêmes nous le répétons. On est dans cette formation-là. Ben, une partie de ces migrants qui sortent, ils s'affranchissent de cela. Et s'affranchir de ça, ben, ça vous amène à voir le monde tel qu'il est, non pas tel qu'on le souhaite. Et c'est là un élément extrêmement important. Voir le monde tel qu'il est, non pas tel qu'on le souhaite, ben c'est être capable d'accepter ce monde-là. C'est être capable de s'adapter. Parce que lorsqu'on voit le monde tel qu'il est, il est beaucoup plus facile de s'y adapter que lorsqu'on le voit tel qu'on le pense. Et vous voyez, c'est un des problèmes que nous avons, nous, Européens, alors qu'on continue à voir le monde, non pas tel qu'il est, mais tel que nous aimerions qu'il soit, ou tel que nous le pensons. C'est ce qui fait que nous commettons énormément d'erreurs sur ce monde-là nouveau, que nous n'arrivons pas à comprendre, et ainsi de suite. Donc je dirais qu'une des premières capacités de migrants, c'est cette capacité-là. C'est-à-dire qu'ils finissent par voir le monde tel qu'il est, et lorsque vous les interrogez en leur disant « alors vous venez en France, alors qu'en France il y a des difficultés, aux États-Unis vous avez vu qu'il y a beaucoup de racisme, ainsi de suite », en réalité ils sont beaucoup plus distants avec tout ça que nous. Voyez, parce que c'est cette capacité qu'ils ont. Oui, effectivement, il y a du racisme en France, oui, il y a du racisme aux États-Unis, mais en même temps, il y a des Africains qui s'en sortent. En même temps, il y a des gens de mon village qui s'en sortent. En même temps, je sais qu'en Europe et en France, il n'y a pas que du racisme, il y a aussi des gens qui ne le sont pas. Voyez, parce que un de mes amis a travaillé avec un patron qui l'a aidé, ainsi de suite. Donc, toutes ces histoires qui seraient pour nous inentendables si on ne prend pas de distance, deviennent pour eux des éléments d'objectivation, c'est-à-dire qu'ils arrivent à objectiver le monde tel qu'il est. Et objectiver le monde tel qu'il est, c'est mettre aussi à distance certaines souffrances que ce monde-là vous inflige. Parce qu'on les comprend, parce qu'on sait d'où elles viennent, on sait d'où elles sortent, et c'est là une des compétences importantes des populations migratoires. C'est ce qui les aide, à mon avis, à supporter les trajectoires longues et des difficultés extrêmement importantes. Et là-dessus, il y a très peu de recherches, c'est-à-dire lorsqu'on fait des recherches en sciences sociales, cette dimension, on ne la prend pas en compte, alors qu'on reste sur un certain nombre de catégories qui sont les nôtres, et on ne prend pas en compte ces changements qui se font. Et sur les populations que j'ai suivies, parce que j'ai oublié de vous le dire, sur les populations migratoires, j'ai pris un panel de 200 personnes que je suis quasiment depuis 10 ans. Hein. Ce sont les mêmes que j'essaie de revoir, et sur les 200, j'en ai perdu à peu près 60, vous voyez, que j'arrive pas à retrouver, et les autres, on les retrouve, donc je vais voir, et on voit les changements qui s'opèrent, et pour certains, ils ont des enfants qui rentrent au collège, donc on voit les changements sur la seconde génération qui se produisent, et là, c'est un changement notable, c'est-à-dire qu'on a affaire à des populations qui ne sont pas dans le jugement des territoires dans lesquels elles viennent. Et c'est un élément important. Quand je dis qu'elles ne sont pas dans le jugement, c'est-à-dire qu'elles sont capables de subsister malgré les difficultés, malgré les changements, ainsi de suite, et elles sont capables de voir les différentes ou la multiplicité des territoires. Vous voyez, la multiplicité des fonctionnements, la multiplicité des pensées, alors que lorsqu'on part d'Europe, on a tendance à ne pas arriver à avoir cette multiplicité. Ceux qui partent d'entre vous en voyage, quand on arrive à voir 2 ou 3 choses, on est content en disant j'ai repéré des choses différentes, mais on a du mal à penser à la multiplicité du monde. Voilà, quand vous posez des questions aux migrants, la multiplicité de la France, ils la voient concrètement. Ils voient les différences. Alors que ça m'a intéressé parce que quand j'ai repris des entretiens pour préparer, j'ai retrouvé dans la description de certains migrants la description des gilets jaunes. Vous voyez ? Parce que certains ont dit oui, mais moi je suis dans un quartier, oui, mon voisin il est raciste, mais si tu vois, lui il touche 1100 €, il travaille dur, son mari il a eu un accident de travail, il ne travaille pas, c'est-à-dire qu'ils vous expliquent cette France des gilets jaunes, et pour eux, ce racisme-là qui est exprimé par ses voisins, ils le neutralisent comme ça. C'est un racisme qui n'est pas lié, c'est pas un racisme profond de rejet racial, c'est un racisme lié à leur propre situation. Et vous voyez, dans des entretiens, 4 ou 5 entretiens que j'ai repris, je me suis aperçu qu'ils me décrivaient le monde populaire, le monde des gilets jaunes, et qu'on retrouvait dans cette vision une espèce de clarté ou de clairvoyance sur les situations, sur les lieux où ils vivaient, sur ce que pouvaient supporter ou pas supporter leurs voisins, ainsi de suite, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et je dirais que cela n'est possible que lorsqu'on s'affranchit de ses propres visions. Et c'est là que j'ai essayé d'exprimer à travers l'idée de sortir de sa langue maternelle. Lorsqu'on sort de sa langue maternelle, on est plus en capacité de voir les différences. Et si vous regardez ou que vous relisez un peu Hannah Arendt, elle a beaucoup écrit sur cette question, Hannah Arendt, sur la question de la langue et ce qui a été difficile pour elle.
Et ce qui lui a fait dire à un moment donné, les réfugiés sont l'avant-garde, sont notre avant-garde. C'était de cela qu'elle parlait lorsqu'elle disait les réfugiés sont notre avant-garde. Alors ce sont ceux qui sont capables de changer les choses, ou en tout cas ce sont ceux qui sont capables de subir le plus de changements et de s'y adapter dans ce sens-là. Donc, c'est un des éléments qui sont, je dirais, les plus importants. L'autre capacité d'adaptation, c'est la capacité sociale et culturelle. Alors que nous avons la vision inverse. Nous avons l'impression que lorsque des migrants circulent, ils refusent de changer de culture, qu'ils gardent leur culture, ainsi de suite. Et là aussi, lorsqu'on regarde, comme je dis, d'abord, ils changent de culture avant même de partir. Si vous ne changez pas de culture, vous ne partez pas. Il est difficile de partir. On ne peut pas faire une route migratoire si on n'est pas déjà dans une forme d'hybridation intellectuelle de son propre mouvement, de sa propre mobilité. Et là-dessus, je me suis intéressé à ces migrants, je me suis aperçu qu'ils avaient deux références dans leur fonctionnement. Ils avaient un groupe d'appartenance qui était leur village d'origine, mais ce n'est pas le groupe d'appartenance qui déterminait leur fonctionnement, c'était le groupe de référence. Et leur groupe de référence n'était pas dans le village local, il était dans le village ou dans la ville où ils souhaitaient aller par la suite. Donc ceux qui souhaitaient intégrer une grande ville, ils se mettaient à se comporter comme urbains déjà dans leur village. Mais dans la manière de s'habiller, dans la manière de parler, parfois ils sont dans le mimétisme, parfois ils sont dans l'exagération, c'est-à-dire qu'on va être sur des formes un peu exagérées d'européanisation de certains d'entre eux. Donc c'est cela, c'est-à-dire qu'ils se mettent à se comporter par rapport à leur groupe de référence. Alors c'est intéressant parce qu'on passe notre temps de nous dire ils ne sont pas intégrés. En fait, ils sont un peu plus que nous. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas intégrés dans les classes moyennes françaises, ils sont intégrés dans la culture mondiale. Et ce qui pose problème avec ces populations, ce n'est pas le fait qu'elles ne soient pas intégrées, c'est le fait qu'elles le soient trop. Et parfois trop rapidement. Et donc du coup, on est dépassé parce que nous avons été habitués à la migration italienne à qui on a imposé de ne pas parler italien à la maison. Si parmi vous, il y a des gens qui ont des migrations italiennes, si vous parlez avec vos grands-parents, ils vous le diront. Lorsque les Italiens arrivaient en Provence ou en France, espagnol, il ne fallait pas parler espagnol à la maison, il ne fallait pas parler italien parce que c'était l'intégration forcée, il fallait tous se mettre au français. Voyez ? Et donc là-dessus, on a privé la France du multilinguisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est très mauvais en langue étrangère, ce n'est pas un hasard. Or, on a eu un apport d'italien important, un apport d'espagnol. Si on avait laissé les Italiens et les Espagnols parler leur langue à la maison, parler de plusieurs langues, ça aurait enrichi plus qu'autre chose. Le français n'aurait pas disparu, c'est simplement qu'on aurait eu plusieurs langues aujourd'hui dans ces territoires-là. Donc, on a fait, les Italiens, on les a obligés, les Espagnols, on les a obligés. Or là, ces populations qui arrivent, lorsque je me suis intéressé aux subsahariens, la plupart des subsahariens sont polyglottes. Ils parlent français, anglais pour les subsahariens de la côte ouest, arabe pour la plupart, parce qu'on surajoute les religions, plus les langues africaines, 4-5 langues. Et que vous n'avez pas un subsaharien qui ne parle pas 2 à 4 langues. C'est extraordinaire en termes de compétences. C'est pas rien de parler 2 à 4 langues. Alors parfois ces langues ne servent pas, évidemment, parce qu'il y a très peu de possibilités du faire du commerce en Peul ou en Wolof. Par contre, le fait de parler 3 ou 4 langues, cela veut dire qu'intellectuellement, vous avez des personnes qui sont en capacité de changer d'univers, d'être malléables, d'être plus souples. Donc toutes ces compétences-là ne sont pas utilisées. On fait l'inverse. Lorsqu'ils viennent, on veut qu'ils ne parlent qu'une langue. Et c'est-à-dire que nous-mêmes, on se retrouve à réduire une richesse potentielle qui, elle, consisterait à dire il faut parler français plus les autres langues. Et que dans l'époque de mondialisation aujourd'hui, on serait plus amené à valoriser cela que l'inverse. C'est l'autre compétence qui est extrêmement importante. Donc on a une adaptation sociale et culturelle extrêmement forte en réalité. Et culturellement, quand je dis qu'ils étaient plus intégrés, aujourd'hui, lorsque vous interrogez une partie des populations qui sont migrantes à l'échelle mondiale, qu'est-ce qu'elles valorisent le plus en termes de valeur sociale ? La valeur sociale la plus valorisée chez eux, c'est la réussite individuelle. Et quand j'ai la réussite individuelle, c'est la réussite familiale, la réussite individuelle. Qu'est-ce que c'est que la réussite pour nous aujourd'hui, dans l'ère de la consommation ? C'est de pouvoir consommer. C'est de pouvoir consommer. Alors on peut le regretter, évidemment, sur le fond, mais en même temps, on ne peut pas à la fois accepter un modèle qui est fait de la consommation, sa structure vertébrale, et en même temps dire aux gens, non, il ne faut pas y céder. En réalité, ils sont dans cette vision-là, la réussite individuelle. La migration a pour objet de réussir individuellement, et cette réussite individuelle, elle doit se faire coûte que coûte. Et ce qui fait qu'une partie des migrants qui échouent, par exemple, ne retourneront jamais s'ils n'ont pas réussi. Parce qu'une migration ne devient migration que lorsqu'elle est réussie. Quelqu'un ne retourne dans son village que lorsque le voyage a été réussi, qu'il a travaillé, qu'il a accédé à la consommation. S'il y a échec, il y a rupture, les gens ne retournent plus dans leur village. D'accord ? Donc l'idée de la réussite individuelle, c'est une des valeurs sociales qui est le nôtre.
D'accord ? Alors après, qu'on souhaite cette réussite en allemand, en anglais, en français, ainsi de suite, je dirais ça, c'est anecdotique. Mais la notion de réussite individuelle, c'est un des points communs culturels. L'autre point commun culturel, c'est la réduction de la famille. On souhaite la réussite d'abord de sa famille, de ses enfants, voyez, de soi-même, mais sans plus. Et ça, c'est une révolution dans beaucoup de territoires à l'échelle planétaire. Parce qu'auparavant, la réussite, si on avait des cousins, des oncles qui réussissaient, ça faisait réussite. Là, c'est plus suffisant. La réussite, il faut qu'elle soit de l'ordre individuel. Et là aussi, on est dans le modèle européen. On est dans le modèle européen. Nous, que l'oncle réussisse, que la tante réussisse, si vous n'avez pas réussi, c'est compliqué. Quand je n'ai pas réussi, c'est-à-dire que c'est à défendre dans les repas familiaux, vous avez toujours la question, mais qu'est-ce que tu fais toi ? Vous voyez, cette question qui met sous pression les jeunes dans les grandes tablées, ainsi de suite. Cette question, aujourd'hui, y compris ces populations, sont dans cette vision. Culturellement, en réalité, si on accepte l'idée que la culture, c'est pas la langue, c'est pas les manières de manger, c'est pas ce qu'on mange, c'est pas la manière de s'habiller, mais c'est ce qui structure notre rapport au monde, culturellement, on a affaire à des gens qui sont sur la même culture que la nôtre. Vous voyez ? Excepté ce que je viens de vous dire en termes de langue, ainsi de suite, en termes de vision du monde, réussite individuelle, réussite familiale. Cette réussite passe par la preuve de la réussite. La preuve de la réussite, c'est le statut ou c'est la consommation. Là, nous sommes dans ce que nous connaissons déjà culturellement. Et c'est ce que nous faisons nous-mêmes depuis maintenant plusieurs décennies en Europe. Donc, en termes culturels, il n'y a pas de grande différence. L'autre élément, c'est ce qui change dans ces mouvements migratoires, c'est le rapport aux politiques. Et c'est un élément important. Quand je dis le rapport aux politiques, il est profondément transformé, alors qu'il y a une forme dans ces populations qui circulent, lorsqu'elles ont circulé 3000, 4000 kilomètres, il n'y a plus aucune croyance dans le monde politique. Et quand je dis qu'il n'y a plus aucune croyance dans le monde politique, je ne parle pas du monde politique en termes de valeurs, ainsi de suite, mais dans le monde politique institutionnel, partis, chefs d'État, élus, ainsi de suite. C'est-à-dire que ce sont des gens qui développent une forme de quasiment de sécularisation, l'équivalent de ce qui s'est passé dans la religion au niveau du politique. Et quand je dis qu'ils la développent d'une part parce qu'il y a les régimes sur place qu'ils connaissent, et puis il y a aussi la vision qu'ils ont de ces pays-là lorsqu'ils arrivent. Quand je dis qu'il n'y a pas de croyance politique, c'est-à-dire qu'ils savent, ils n'attendent rien des institutions. Et contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on est souvent dans l'idée que les gens qui viennent, ils attendent à ce qu'on les aide, ainsi de suite. En réalité, lorsque vous les interrogez, la plupart d'entre eux n'ont qu'une vision, en tout cas n'ont qu'un désir, c'est de rentrer au plus vite possible au travail. Et même si ce travail est irrégulier, même s'il n'est pas déclaré, même si c'est un travail difficile, la plupart préfèrent le travail plutôt qu'un certain nombre de dispositifs sociaux. Et c'est le cas d'une partie des jeunes, par exemple, qui fuient les centres sociaux dans lesquels on souhaite les faire héberger. Et qui préfèrent sortir de ces centres d'hébergement parce qu'il y a l'idée que si on est pris là-dedans, c'est fini de la réussite individuelle. Et donc en réalité, ils ont une vision par rapport à l'État-providence beaucoup plus distante que celle que nous avons. Alors que nous avons encore une croyance dans le politique. On croit que le politique peut nous protéger. Quand je dis politique, alors le collectif, l'État-providence, alors que là, on a des populations qui sont sur l'idée que non, le politique ne peut pas fonctionner. Alors, je ne vous donne pas des points positifs, négatifs, après chacun en pense ce qu'il veut, moi j'ai ma propre vision sur ça, mais je donne simplement les éléments. Donc, il y a une forme d'incroyance. Alors, en quoi cette incroyance, elle peut être à la fois force et en même temps faiblesse ? Elle peut être force dans le sens où ces populations, lorsqu'elles arrivent, en réalité, elles n'attendent pas grand-chose des États. Comme je vous disais, elles n'attendent pas grand-chose des institutions. Elles sont sur l'idée qu'elles devront se débrouiller par elles-mêmes et c'est ça qu'elles demandent. Et dans ce sens-là, c'est une force pour une partie des territoires. Donc, ce n'est pas un hasard si, lorsqu'on va à Fos, à Berre, lorsqu'on va autour des maraîchers d'Avignon, les 3/4 des populations qui travaillent sont des migrants récents qui viennent d'arriver et qui travaillent 10 heures, 12 heures, parfois déclarés, parfois pas toutes les journées sont payées, ainsi de suite, parce qu'il y a l'idée qu'il n'y a que comme ça qu'on s'en sort. Et donc, en réalité, ils sont déjà dans une forme de vision entrepreneuriale du travail. C'est-à-dire que le travail, il n'est pas vécu simplement comme quelque chose qui va vous donner un revenu, il est vécu comme quelque chose qui va vous donner un revenu, mais y compris un statut social. Et il continue à croire dans une forme que produit le travail auquel nous ne croyons plus depuis plusieurs décennies, parce que nous sommes sur l'idée que le travail, c'est d'abord souffrance, à ce qu'on a fait un certain nombre d'expériences. Je ne dis pas que ces idées sont fausses, ainsi de suite, mais il y a des réalités. Mais pour eux, le travail, c'est un statut social. C'est ce qui fait qu'un médecin irakien qui est réfugié à Stockholm va accepter de devenir chauffeur de taxi. Voyez, parce que on revient, il y a un déclassement énorme, il y a l'idée que la reconstruction identitaire passe par le travail. Et donc le travail continue à être pour eux une espèce de distributeur identitaire social. Le travail vous donne une identité sociale.
Il reste une valeur extrêmement importante dans leur point de vue, dans leur vision, mais sous une forme, je vous le dirais, entrepreneuriale et donc presque anglo-saxonne. Et dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là que je vous dis qu'ils étaient plus intégrés à la mondialisation que nous, parce qu'ils sont déjà quelque part dans un fonctionnement libéral. Ils ont plus de croyances dans le marché que dans les démocraties étatiques. Et quand je dis cela, parce que malheureusement, quand ils arrivent, effectivement, nous, lorsqu'on rencontre les États, ce sont les agents des douanes, eux, ils nous bloquent. Par contre, les patrons, ils donnent du travail. Et donc, il y a l'idée que une méritocratie, ils sont encore dans la croyance de la méritocratie par le travail individuel, celle-là même que nous remettons en cause. Et donc, ils sont sur cette question. Et dans ce sens-là, évidemment, lorsqu'ils arrivent, ils sont utilisables tout de suite. Vous voyez, un jeune migrant qui est né en France aura beaucoup plus de difficultés à trouver du travail qu'un primo-arrivant. Et si vous posez la question au patron pour quelle raison vous embauchez un primo-arrivant, quelqu'un qui vient d'arriver, donc qui ne parle pas bien français, et là le français ça ne fait plus de problème, hein. Alors que celui qui est né ici, lorsqu'on pose ces questions, ce qui revient en gros globalement, c'est ce que m'ont dit certains exploitants agricoles dans la région, me dire le problème des jeunes ici, quelque part ils sont trop français, hein. Ils sont trop intégrés. Et c'est ça qui pose problème. Alors, juste trop intégrés, ils n'acceptent pas les conditions de travail. Ils n'acceptent pas les salaires qu'on leur propose. Ils râlent. Et puis, dès que vous en faites rentrer un tout de suite, vous avez un syndicat le lendemain qui est organisé. Puis, ça ne bloque. Alors que là, quand vous avez les primo-arrivants, donc quelque part, ce qui pose problème pour certains d'entre eux, c'est moins le fait que ces populations se soient mal intégrées, qu'elles se soient trop vite intégrées. Oui, et donc, j'avais presque envie de dire sous forme de boutade pour certains exploitants agricoles du pourtour du marché de Berre et de Fos et d'Avignon qu'ils regrettaient presque de ne plus avoir les Arabes qu'ils avaient auparavant. Vous voyez, ils me disent, bon, les jeunes, là, ce n'est pas des Arabes. Avant, on en avait des vrais, là, on a des faux. Ils ne correspondent pas totalement. Donc, c'est cela qui est en jeu. Donc, ces populations, elles développent ces compétences-là et en réalité, ces compétences vont à l'encontre de tout ce qui est véhiculé comme discours sur la question. Alors, depuis quelques années, un autre élément qui vient, il y a la question du religieux. Vous voyez, et là aussi, sur le religieux, évidemment, il y a un réel problème. Lorsqu'on regarde l'intégration liée au religieux, quelque part, une partie de ces populations qui réclament le plus de pratiques ou de liberté de pratiques religieuses, ce sont les populations, non pas des primo-arrivants ou des migrants récents qui arrivent, mais ce sont ce qu'on appelle les deuxième, troisième générations. Celles qui se sentent totalement françaises et qui disent, en tant que Français, j'ai droit, comme n'importe quel autre, de pratiquer ma religion. Pour les autres, en réalité, lorsqu'on s'intéresse aux migrants qui viennent d'arriver, il y a y compris un rapport distant par rapport à la religion. Voyez, et au même titre que les autres institutions, la religion est vécue comme une institution comme les autres, comme une institution faite de paroles, de belles paroles, comme le diraient certains, et qui souvent amène plus de contraintes que ce qu'elle amène d'avantages. Et là, c'est un élément que je retrouvais chez les subsahariens, comme chez les gens d'Afrique du Nord, comme chez les Syriens du Moyen-Orient. Il y a l'idée, le religieux, bon, ça suffit là. Ça va, c'est suffisant. Et un des éléments qu'on a du mal, nous, à interpréter, c'est qu'on confond les signes vestimentaires avec les croyances religieuses. Et on peut très bien avoir quelqu'un avec un signe vestimentaire qui renvoie à la culture religieuse, mais dans une vision qui est totalement distante vis-à-vis de la religion et même très critique. Voyez, on peut avoir des gens beaucoup plus critiques vis-à-vis de la religion que des gens qui ne sont pas habillés en termes vestimentaires aujourd'hui, ainsi de suite. Si vous prenez les responsables religieux de certaines communautés, ils ne font pas partie des primo-arrivants ou de ceux qui arrivent. Ils font partie de populations souvent qualifiées, hautement qualifiées, et qui ne sont pas en termes vestimentaires dans le vêtement qu'on peut renvoyer de manière directe à telle ou telle religion, mais ils sont dans d'autres formes. Donc, y compris sur les aspects religieux, il y a une forme de remise en cause. Et plus vous bougez, plus la migration est longue, plus il y a rejet du religieux. Voyez, lorsque je me suis intéressé à des gens qui ont fait 3, 4, 5 pays, à la différence de ceux qui ont fait simplement un pays, qui sont partis d'un pays dans un autre, on s'aperçoit que la critique, la distanciation est encore plus forte. Plus on a de parcours migratoires longs, plus le processus d'affranchissement est important, plus l'émancipation est forte. Voyez, et en réalité, plus le parcours migratoire est long et difficile, plus les personnes aboutissent à une forme de liberté totale. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison que lorsque ces gens ont fait 4, 5, 6 pays qu'ils ont fini par réussir, à l'idée que la migration, ils ne la doivent à aucune institution. À aucune institution qu'à part leur volonté. Et y compris par rapport à leur propre famille, il y a un affranchissement. C'est-à-dire qu'y compris la famille d'origine, la famille du pays d'origine, il y a des rapports sociaux nouveaux qui se mettent en place et avec un affranchissement parce qu'il y a l'idée que le parcours migratoire qui a duré
3 mois, 4 mois, 6 mois amènent à des épreuves qui font que petit à petit, toutes vos croyances s'affaiblissent, disparaissent. La croyance en la famille, au bout d'un moment, la famille ne vous finance pas 4 mois, 5 mois de parcours. Vous devez vous débrouiller par vous-même parce que vous êtes coincé entre le sud du Maroc en plein Sahara et la Mauritanie, ou parce que vous êtes coincé entre le Liban et la Jordanie, que là, la famille, elle ne répond plus au téléphone, parce qu'à partir du moment où vous l'aidez plus financièrement, elle ne vous répond plus. Donc, vous voyez, tout ce qui était des éléments d'institution qui font que ça fabrique de la tâche, ça produit chez ces populations des affranchissements petit à petit. Plus le parcours migratoire il est long, plus les gens sont affranchis et émancipés. Et ce sont là des éléments que j'ai pu étudier un peu partout. Alors, une fois que je vous dis cela, dernier point, et puis ensuite je vous laisserai la parole pour qu'on échange. Alors, qu'est-ce qui nous amène, nous, à avoir autant de débats et autant de réticences, autant de tensions sur cette question ? Vous voyez, qu'est-ce qui est en jeu derrière ? Et on s'aperçoit que lorsqu'on regarde un peu la France et qu'on s'intéresse aux débats qui ont émaillé ce territoire, lorsque on était dans ce qu'on appelait l'époque des Lumières, il y a eu un débat intense sur ce que c'était que la patrie et l'État-nation. Il y a eu un débat extrêmement fort, et ce débat était porté par deux pôles un peu différents, et André pourra en parler encore mieux, par Voltaire et Rousseau. Et ils se sont disputés sur ce qu'était la patrie. Pour Voltaire, la réponse était simple, la patrie, c'est là où on est bien. Et il prend cet exemple en disant la patrie, c'est là où on est bien. Par là où on est bien, il définit tout ce qui est ce qu'on entend par on est bien. C'est un élément important. La patrie, c'est là où on est bien. Ça veut dire qu'il y a l'idée qu'il y a une distinction entre le droit des individus et leur appartenance et la nationalité. Voltaire était déjà, sans même l'énoncer de cette manière-là, dans la vision des droits de l'homme. Le droit de l'homme, c'est l'idée que chacun d'entre nous a des droits qui sont dissociés de nos appartenances. Et quelque part, ce droit, il est supérieur à nos appartenances. Il est même supérieur aux États-nations. Et Voltaire était déjà dans cette vision lorsqu'il dit la patrie, c'est là où on est bien. Et Rousseau lui répond absolument pas. Il répond à Voltaire en disant c'est cosmopolite, parce que c'est comme ça qu'ils étaient catégorisés. Ces cosmopolites ne comprennent pas bien les enjeux d'une nation. Et Rousseau dit la nation, c'est là où on est né. Et donc il y a l'idée de l'appartenance, que la nationalité, la naissance sont liées. Et Rousseau poursuit en disant c'est là où on est né. Et d'ailleurs, pour qu'une nation fabrique de la citoyenneté et de l'unité, il faudrait que la nation traite de manière différenciée le natif du non-natif. Et on est dans la nationalité moderne, celle qu'on connaît aujourd'hui. En réalité, dans ce débat-là, c'est Rousseau qui gagne et qui l'emporte. C'est la vision de Rousseau qui l'emporte. C'est l'idée que nos droits sont liés à nos appartenances nationales. Et c'est ça qui, aujourd'hui, dans ce mouvement de démocratisation planétaire, est remis en cause, en réalité. Ce qui est remis en cause par la migration, et c'est ça qui nous pose problème, c'est moins le fait qu'on ait des invasions massives de gens que la remise en cause d'une structure qui a fait notre développement, qui a fait notre richesse, qui nous structure politiquement, c'est-à-dire l'État-nation. Ces circulations viennent remettre en cause cet État-nation qu'on a fabriqué il y a quelques siècles, et elles viennent remettre en cause l'idée que l'appartenance, c'est-à-dire la naissance et le droit sont deux choses à différencier. Et là-dessus, on n'est pas prêt encore à abdiquer, pour la bonne et simple raison que abdiquer sur cette question, c'est abdiquer sur un certain nombre de privilèges lorsqu'on en bénéficie. Et c'est notamment le cas des pays européens. C'est-à-dire que le fait d'être français, le fait d'être allemand, le fait d'être anglais donne droit à des privilèges. Qui sont différenciés des autres. Et abdiquer sur ça, c'est renoncer aussi à ce pouvoir-là et ce privilège. Et la migration vient nous titiller sur cet aspect-là. Êtes-vous prêt à remettre en cause vos privilèges ? Êtes-vous prêt à rentrer dans la compétition comme nous, avec les mêmes armes, sans nous renvoyer votre propriété privée ? Parce qu'on est un peu ça, l'idée de l'État-nation, c'est l'idée que nous sommes tous propriétaires d'un bien qui est le nôtre, parce que lorsqu'on est natif et qui n'est pas forcément celui des autres, évidemment avec des visions différenciées, je schématise, certains pensent que la propriété elle est liée à la nationalité, d'autres vous diront la propriété c'est la religion et la couleur de peau, ainsi de suite, c'est les identitaires. Mais on est sur cette idée-là, et c'est ça qui est en débat aujourd'hui à mon avis, et c'est ça qui nous pose problème, parce que la réponse politique est difficile à apporter sur un tel questionnement, et la première réponse qu'on apporte aujourd'hui, c'est de dire l'État-nation étant menacé, il réagit de manière encore plus forte. Et lorsque vous regardez pourquoi le débat politique est central sur les questions migratoires, c'est la seule question sur laquelle l'État-nation peut faire croire qu'il a encore un pouvoir réel et qu'il agit. On a abdiqué plus ou moins sur les questions économiques.
Parce que là-dessus, on est sur le fait, la mondialisation, on ne peut pas. Et là, le même qui vous explique qu'il faut remettre des frontières pour contrôler les migrants vous dira, non, pas sur les questions économiques, sinon là, c'est la mort. Et là, on se dit, elle est où la logique? S'il faut remettre les frontières pour les circulations humaines, pourquoi ne faudrait-il pas les remettre pour les circulations des biens et des marchandises? Vous voyez, quelle est la grande logique? Ils vous l'expliqueront, parce que la circulation des biens et des marchandises, ça crée des richesses. On a envie de dire, la circulation des hommes aussi. Elle en a créé avant. Et ça a créé avant. Parce que la question migratoire elle est centrale, parce que ça devient le seul point sur lequel la politique ou les hommes politiques essaient encore de faire croire qu'ils ont une légitimité dans cette crise de défiance. Parler de migration, c'est vous assurer d'avoir une forme d'écoute du débat, c'est vous assurer de refaire croire que vous contrôlez les choses, qu'on maîtrise les choses. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de l'extrême droite jusqu'à quasiment, l'extrême gauche, la question migratoire, elle revient avec l'idée de la maîtrise, de la souveraineté, ainsi de suite, parce qu'on a abdiqué la question de la souveraineté sur toutes les autres dimensions. Il ne nous reste plus que la question migratoire sur laquelle on peut faire croire qu'il y a encore une souveraineté qui se joue. C'est ça qui explique, à mon avis, la centralité, parce que derrière la question migratoire, l'État-nation investit le seul territoire qui lui permet d'exister de manière non imaginaire, mais de manière un peu réelle dans le débat, ainsi de suite, parce que sur tout le reste, l'État-nation est devenu plus ou moins imaginaire, ou en tout cas abdiqué cette part. Donc derrière la question des migrations, c'est moins, les circulations internationales, comme je dis, qui étaient infimes, qui sont posées, que la question de notre propre structure sociale qu'il faut ouvrir comme débat. Est-ce que les structures sociales, les sociétés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, répondent aujourd'hui au nouveau fonctionnement? Est-ce qu'elles répondent aux nouveaux désirs? Est-ce qu'elles répondent à la démocratie telle qu'elle est dans les esprits, pas simplement dans les institutions? Vous voyez, c'est un peu le débat qu'on a actuellement. Quand vous avez les débats entre des gilets jaunes et les politiques, on dit la démocratie, c'est l'Assemblée, ça vote. Vous voyez, c'est les députés qui votent, et on le sait, et vous et moi. Aujourd'hui, plus aucun d'entre nous ne donne assez de légitimité aux 577 députés ou chefs de l'État pour décider de tout. Et qu'on aimerait tous, d'une manière ou d'une autre, être pris en compte de manière différente, ou en tout cas que les points de vue soient pris en compte de manière différente. Et quelque part, tout ce qui a fait la légitimité de cet État-nation, ces institutions, se retrouve aujourd'hui bouleversées, pas simplement par les migrations, mais bouleversées par nos propres démocratisations des esprits, qui sont en réalité déjà post-nationales. Dans beaucoup de nos pensées, dans beaucoup de manières de voir, elles sont post-nationales. Si je prends qu'une question, la question environnementale, il n'y a pas un d'entre vous qui pense que la France peut, elle seule, régler le problème du climat. C'est dépassé. C'est pareil sur certaines questions économiques. Il n'y a pas un d'entre nous qui pense que la France seule peut régler un certain nombre de questions économiques. Alors pourquoi on continue à penser qu'on peut régler les autres questions en étant toujours seul, ou en tout cas au niveau national? Qu'est-ce qui nous fait croire qu'on pourrait régler les questions migratoires simplement en tant qu'État français, en tant qu'État-nation? Et cette question a du mal à s'ouvrir. Je pense que s'il y a un débat à ouvrir aujourd'hui, dans le siècle qui vient, c'est le droit à la circulation. Qu'est-ce que c'est que ce droit-là? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Est-ce qu'il est encore acceptable que nous, en tant que Français, on puisse voyager dans 80% des pays de la planète sans visa? Et que 80% de la population de la planète, elle, a un visa obligatoire pour bouger. Alors, lorsque vous prenez un peu la carte des pays pour lesquels il faut un visa pour bouger, des pays pour lesquels il ne faut pas un visa, vous verrez la carte, 80% des territoires mondiaux ont besoin de visa pour bouger, et 20% de la population mondiale n'a pas besoin, dans une bonne partie du monde, de visa. Vous, en tant que Français, on peut bouger un peu partout sans visa, et quand il y a des visas, ce sont des formalités. D'autres pays, lorsqu'ils veulent bouger, il leur faut des visas. Les visas, c'est montrer que vous avez un logement déjà qui vous attend, que vous avez sur votre compte bancaire une telle somme, que vous avez déjà un certain nombre d'éléments culturels, que vous parlez la langue, ainsi de suite. Sinon, vous ne pouvez pas bouger, y compris pour du tourisme. D'accord, y compris pour du tourisme, je ne parle pas pour l'installation. Qu'est-ce qui nous fait croire que ce monde-là, hérité du 19e siècle, peut continuer à fonctionner sans qu'il soit contesté? C'est ça, là nous sommes devant notre propre utopie, nous sommes devant notre propre aveuglement. Il est, à mon avis, impensable que l'on n'ouvre pas le débat sur ce monde qui arrive en pensant qu'on peut comme ça continuer à vivre sur cet héritage fabriqué il y a 2 ou 3 siècles, et sans que les choses bougent, et que notre problème c'est simplement de savoir qui on accepte, qui vient, qui ne vient pas. En réalité, nous ne sommes déjà plus là. Et le débat qu'il faudrait qu'on ouvre, c'est ce débat-là. Quelle est notre place dans le monde aujourd'hui? Pas simplement en tant que Français, mais en tant qu'individu, en tant que récipiendaire de droits de l'homme. Et quelle est la place des autres dans ce monde-là? Et quand je dis quelle est la place des autres,
Cela veut dire que lorsqu'on pose cette question, il faut se penser non pas comme étant supérieur aux autres ou comme étant différent, mais comme étant à égalité. Et ça, c'est plus facile à le dire théoriquement que dans la réalité, parce que théoriquement, on peut le penser, mais dès qu'il s'agit de le penser de manière concrète, ça devient un peu plus difficile. Donc, il me semble que la question migratoire masque ce vrai débat sur le devenir des États-nations européens et ce devenir des États-nations qui a été fabriqué principalement par l'époque coloniale. Et là, on est dans une espèce de contestation un peu à l'échelle planétaire de gens qui n'acceptent plus ce fonctionnement-là, mais y compris chez nous, nos jeunes, une partie de nos jeunes qui n'acceptent plus ce fonctionnement-là. Donc soit on pense que rien ne bouge, on aménage à la marge et puis on conserve les choses, soit on se dit peut-être qu'il faudrait ouvrir le débat. Ouvrir le débat, ça ne veut pas dire tout accepter, ça ne veut pas dire que tout ce qui vient est bon, c'est simplement ouvrir le débat, c'est accepter cet affranchissement que ces migrants ont été obligés d'avoir par leur propre migratoire. Et je dirais quelque part, c'est parce qu'il y a encore des gens qui bougent géographiquement que cela nous permet de bouger intellectuellement. Le jour où ils arrêteront de bouger géographiquement, nous arrêterons de bouger intellectuellement. Merci. Alors excusez-moi, j'ai été schématique sur un tas de points parce qu'il n'y a pas le temps de plus aborder, mais voilà, l'échange est ouvert. Oui, donc je reviens à mon dada. Oui, c'est parce que votre exposé est un peu un trompe-l'œil. Un trompe-l'œil dans la mesure où vous laissez de côté ce qui est l'histoire même de l'humanité, c'est-à-dire la structuration séculaire. Et donc là, vous arrivez à un tableau comme s'il n'y avait pas de passé. Nous entrons dans le monde capitaliste, mondialiste, etc. Et alors qu'il y a tout le reste qui est important. Donc tout ce que vous avez dit, je crois que pourquoi vous refusez de rentrer ce que je vous ai dit? Moi, qui suis corse. Non, allez-y. Moi qui suis corse, je sens que je suis émigré en France. Et quand j'habitais le Luc en Provence, j'avais fait une étude très détaillée. La moitié du village venait des provinces de Pugno ou des vallées occitanes. Et les gens continuaient à parler occitan ou italien. Qu'est-ce qu'ils sont ils sont devenus, vous savez, je veux dire que nous on avait une ministre du Bureau de la gauche, et j'ai été le premier battu, c'est le Front National qui est arrivé maintenant. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas compris que eux avaient fait ce jeu, c'était eux les émigrés. S'ils ne comprenaient pas qu'ils avaient émigré et pourquoi ils avaient émigré, ils n'allaient pas comprendre le sens des nouvelles immigrations qui sont différentes, comme vous avez pu le dire. Donc c'est un truc important. Il y a toute la partie sur la langue qui est très riche dans ce que vous avez dit. Mais quand on prend un monument mort, le nombre d'élections municipales ou autres qui ont été faites devant le monument mort, comme à la guerre de 14, il y avait 80% au moins des Corses qui ne savaient pas lire ni écrire français. Et donc là, on les mettait devant. Donc, ils ont connu quoi de la France? L'armée, le drapeau, et on les achetait. Puisqu'il y avait les veuves, avec tous les morts, il y avait un peu moins que ce qu'ils disent, mais ils touchaient de l'argent. La politique qui s'est faite vis-à-vis de ce qu'on appelait les filles mères à l'époque, donc on donnait de l'argent à ces filles-là. Donc ça veut dire qu'il y avait il y a toute une c'est pas grave, allez-y, mais c'est... Oui, non, allez-y. Continuez, monsieur. Enfin, pas trop long, comme ça que tout le monde puisse parler, mais vous avez raison de vous exprimer. Non. Vous n'êtes pas hors sujet sur la première partie, parce que la question des migrations internes, je ne suis pas revenu parce que, d'abord, il n'y a qu'une heure pour faire tout ça et que je voulais vous parler essentiellement, mais c'est un élément important. Lorsque je parle de l'État-nation, et je dis l'État-nation, c'est un roman national qu'on fabrique, c'est un récit. Ça inclut tout cela.
Alors que le français, il a fallu longtemps pour l'imposer, et on l'a imposé de manière un peu violente, un peu partout. Oui, un peu partout. C'est-à-dire que les gens, là aussi, ne parlaient pas ou cachaient la manière de parler. L'école qu'on appelle aujourd'hui école de la République, voyez, on n'a pas fait cette histoire. Évidemment que cette école a été formidable, mais elle a été aussi l'école de la domination de certaines langues régionales. Donc je ne suis pas rentré dans ce détail, je dirais que vous ne trouverez pas d'État, nation, qui a construit son roman national sur autre chose que l'exclusivité identitaire, une nation, une langue. Et tous les États ont effacé tout ce qui était diversité et multiplicité. C'est valable pour la France, mais c'est valable y compris si je prends des États récents dont l'indépendance a été récente, l'Algérie par exemple. Vous voyez, les Algériens obtiennent l'indépendance. Et tout de suite après l'indépendance, on dit, bon, l'Algérie c'est l'arabe, ainsi de suite. Alors là, les Kabyles râlent, ainsi de pour une partie d'entre eux. Quelle a été la réponse du gouvernement algérien très vite, qui était dans un premier temps sur une vision simplement laïque? Ça a été de dire, qu'est-ce qui peut associer les Kabyles et les Arabes? C'est l'arabe et l'islam. Et donc ils ont islamisé l'État algérien très tôt. Vous voyez, en important des centaines et des centaines d'instituteurs des frères musulmans d'Égypte, déjà à cette époque-là. La guerre civile en Algérie, elle ne sort pas de nulle part. Et donc l'enjeu, c'était l'unification d'Algérie à travers l'identité arabe et l'islam. Donc ce que vous dites, c'est valable pour beaucoup d'États, vous avez raison. Il y a quasiment très peu d'États, voire que 2 aujourd'hui, à ma connaissance, peut-être que j'en manque internationalement, qui ont la reconnaissance de pluri-identité. Canada, 2 langues, voyez, le Liban. Sinon, tous les autres États, c'est un État, une identité, une langue, et évidemment, quand vous allez dans n'importe quel territoire du monde, il y a une diversité des territoires, une diversité des cultures, une diversité des régions, ainsi de suite, et que tout cela se fait par la violence. Et puis vous avez abordé les migrations internes. Elles ont été extrêmement importantes en France. Et les premières migrations, c'est les migrations des montagnards. Voyez, et si vous prenez la presse de l'époque, 19e siècle, ainsi de suite, comment a été représenté le montagnard dans les caricatures, le dessin? Le montagnard, c'était celui qui était dessiné pieds nus avec des cheveux qui n'étaient pas coiffés. On retrouvait ce dessin dans beaucoup de dessins de presse à l'époque pour présenter le montagnard qui descendait le migrant avec les mêmes processus. Alors aujourd'hui, évidemment que les choses ont évolué, même s'il reste des traces. Et puis, pourquoi certains migrants aujourd'hui votent Front National? Je prends le cas des Italiens, voyez, et on peut l'aborder différemment cette histoire. Soit on se dit les Italiens qui votent Front National aujourd'hui ont oublié leur passé, ainsi de suite, et on est sur l'idée qu'ils ont toujours un passé. Moi, je ne vois pas des Italiens, je vois simplement des Français. C'est-à-dire, au bout de la 2e, 3e, 4e génération, ils n'ont plus rien d'italien. Ça devient des Français, donc ils pensent en français, ils pensent localement, et pour eux, ils réagissent en français. Donc on continue à penser, non, émigré ou migrant, c'est un statut qu'on a tendance à donner à vie, c'est pas un statut à vie. Et c'est ça que j'ai essayé de défendre à l'idée, je n'ai pas eu le temps d'entrer dans la notion de migration. Pour moi, la notion d'immigré ne veut pas dire grand-chose, elle ne définit pas. Ce n'est pas une bonne définition. En réalité, nous avons tous une multiplicité d'identités. Et nous allons les utiliser en fonction. Vous voyez, nous sommes tous hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, de telle et telle autre profession. Et on voit que dans la vie quotidienne, on va utiliser une de ces identités, une autre en fonction des interactions. Certaines identités sont centrales. C'est celles qui structurent toutes nos interactions au quotidien. Et d'autres ne le sont pas. Donc en réalité, ce qu'on a du mal à penser dans les États-nations, c'est la multiplicité des appartenances. Nous sommes des êtres multiples. Et nous sommes des êtres multiples. Or, lorsqu'on évolue dans ce type de structure, aujourd'hui, nos institutions ne peuvent pas fonctionner avec la reconnaissance de la multiplicité des individus. Donc, vous voyez, donc, pour nous, il y a 2 catégories. On a mis longtemps avant de reconnaître qu'il y avait 2 citoyens. Vous imaginez, 98 pour se dire, il y a 2 types de citoyens, hommes et femmes. Hein. Et ça fait débat. Hein. Ça fait débat. Je ne sais pas si vous vous rappelez à cette époque-là, lorsqu'on a voulu changer l'article 4 de la Constitution, ça fait un grand débat, en disant mais non, la citoyenneté c'est universelle. Mais quand même, il y a des femmes et des hommes. On pourrait au moins reconnaître à minima cette multiplicité-là. Il y a eu débat. Donc en réalité, on a du mal aujourd'hui à penser la multiplicité. La notion d'immigré, pour moi, ce n'est pas un État. On change. Vous voyez, je trouve ça dramatique d'ailleurs qu'on continue à dire 2e, 3e génération. Ça évoque pas grand-chose pour moi. Je donne simplement Marseille, parce que vous avez évoqué Marseille. En 1914, il y avait 80 000 Algériens à Marseille, recensés. Vous voyez, donc ce sont des gens qui sont restés 1914. Hein. Ils ont fait des enfants, ainsi de suite. On continue à les appeler seconde génération. Ah bah. Oui. Alors ceux-là, vous voyez, 1914, vous êtes déjà 3e, 4e génération. Et on continue à spécifier ces populations comme la seconde génération. Et moi, je suis convaincu, dans 3 ou 4 générations, on continuera toujours à vous dire les anciens
Je pense qu'il faut justement sortir de ces qualifications-là et arriver à penser autrement les choses. Et nous avons des outils qui nous permettent de penser autrement les choses. C'est de penser les individus en tant que droit, en tant qu'entité de base, et pas forcément en permanence liés à leur appartenance. C'est penser l'émancipation des individus de leur environnement. On peut se penser comme individu sans se penser dans un premier temps ni auvergnat, ni corse, ni grec, ainsi de suite. Et puis dans un second temps, je veux dire, cet individu, il est enrichi par sa culture corse, il est enrichi par une culture grecque, il est enrichi, mais on peut d'abord se penser, et pour pouvoir se penser autre chose qu'en fonction de ses appartenances, il y a besoin de dépasser ou en tout cas de démystifier les structures qui participent à cette construction identitaire. Je partage complètement ce que vous dites, mais je me demande si on n'est pas de croiser cette dimension macro par un processus qui est peut-être plus individuel. On va trouver quelque chose de psychologique, c'est difficile de le lancer en macro, mais au fond, on a des gens qui bougent, qui vont bouger parce que rien ne bouge. Et cet affranchissement dont vous parlez, c'est un processus d'individuation qui va au sens, je ramène quand on va à Fleury, mais c'est un processus d'individuation, de construction individuelle qui va être contraint par ce monde qui ne bouge pas et qui ne leur permet pas de bouger. Et ce que je trouve intéressant dans votre débat, dans ce que vous avez mis en avant, c'est cette dialectique, c'est-à-dire de toujours penser le migrant par rapport à celui qui ne l'est pas. C'est-à-dire que dit le migrant de celui qui s'en plaint, et que dit, quelle est la construction de celui qui est le français, ou en tout cas le citoyen non migrant, dans l'œil migrant. Et de l'autre côté, donc face à ce migrant qui est obligé de bouger, qui s'affranchit, qui a un principe d'individualisation, comme vous l'avez dit d'ailleurs, qui s'affranchit, y compris du droit, notamment du droit du travail ici, parce que le droit n'est pas une réponse, il n'y a pas de droit, de toute façon, il ne le reconnaît pas, il y a un sens très libéral. Face à ça, on a des gens qui, au contraire, se cristallisent parce que le monde bouge trop. Et leur processus d'individuation, il me semble, est paralysé parce qu'il y a un manque de repères. Et peut-être c'est là que c'est intéressant de poursuivre ce que vous évoquez. Il y a cette dimension individuelle. Pour être cette multiplicité dont vous parlez, que je partage, pour ça, il faut se sentir assez fort. Et il y a une dimension psychologique individuelle, et ensuite collective, qui est suis-je assez fort pour que la multiplicité ne soit pas vécue par moi-même et dans l'image que les autres ont de moi comme une dilution. Et voilà, je serais vraiment envie de pouvoir poursuivre ce débat. Ce que vous avez dit au niveau macro sur l'état-nation, me semble parfaitement fin, juste bien, mais il me semble qu'il y a une dimension qu'il faut traiter, c'est cette multiplicité, comment on la ramène individuellement pour qu'elle ne soit pas perçue comme une dilution. Et il me semble que vous l'avez traité dans la partie migrant en disant, finalement, leur individuation, par l'affranchissement, les conduit à une forme d'individualisme libéral. Et vous avez poussé au bout là-dedans. Et ce n'est pas jugement dans mon propos. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi comment, dans les populations qui ne bougent pas, parce qu'on parle de l'Europe, mais on voit aussi des cristallisations identitaires dans d'autres pays du monde, ce sera intéressant de regarder comment on travaille sur cette multiplicité qui ne serait pas vécue comme une déficience. Et pour ajouter tout un peu là-dessus, ce sera intéressant, intérieur-extérieur, comment cette multiplicité n'est pas vue de manière masculine comme une dilution, mais peut-être vue de manière féminine intérieure comme un renforcement. Mais ça, c'est un peu. Oui, on va prendre plusieurs comme ça. Oui, trois points dans une question. J'avais entendu une psychologue qui travaille sur le foyer d'accueil de jeunes migrants qui disait que de très nombreux migrants qui étaient là-bas n'avaient pas choisi l'immigration, avaient été poussés par des raisons. Excusez-moi. Au 3C, il y avait eu un travail sur les immigrés, sur les jeunes, et une psychologue qui s'occupait d'un foyer disait que les jeunes qu'il y avait là, avec lesquels elle dialoguait, disaient qu'eux n'avaient pas choisi de quitter leur pays, mais qu'ils avaient été poussés par des raisons. Voilà, alors je ne sais pas vous ce que... Bon. L'autre point, quand on
gymnastique intellectuelle, pour passer d'une langue à l'autre, c'est un apport sur toute la personne, sur toutes les matières. Quelqu'un qui a cette gymnastique intellectuelle, c'est un apport dans les maths, c'est un apport sur tous les plans. Alors, une question, est-ce que c'est toujours pareil? Avant, les immigrés, lorsqu'ils retournaient au pays, ne parlaient que des bons points. De ce qui avait été, ce qui était bien par rapport à ceux qui étaient restés au pays, etc. Ils ne parlaient jamais des difficultés de leur vécu, qui étaient parfois énormes. Est-ce qu'ils ont toujours cette attitude ou pas? Merci pour les deux questions. Alors, je vais commencer par la seconde, comme ça on remonte. Alors, dernière question. Oui, les migrants, lorsqu'ils racontent leur histoire, d'ailleurs, ils la racontent peu en fait. Ce sont les gens qui la racontent. Et eux, ils la racontent pas, ils la racontent à travers le matériel. C'est la voiture, c'est la maison, c'est les biens. Et puis quelque part, c'est les pourboires au café aussi. Quand vous êtes un migrant qui a réussi, si vous ne donnez pas de gros pourboires, ça ne va pas. Le statut n'est pas reconnu. Ça oblige quelque part une forme de redistribution locale. Il faut embaucher les voisines pour faire le ménage. Okay, le statut de migrant donne des obligations. Et cette obligation, elle amène à des formes de redistribution du salaire localement, d'une manière ou d'une autre. Et c'est le premier élément. Et sur le second élément, ce sont les gens qui racontent. Alors, dans un premier temps, moi, je pensais que les gens étaient dans l'illusion. Voyez. Et puis, je me suis aperçu que dans chaque village, il y avait toujours 1 ou 2 morts. Des gens qui sont morts en Méditerranée. Il y a 33 000 morts officiels, bien plus. Donc, vous avez toujours une famille dans un village. Donc, les gens savent. Voyez. Et ce qui m'intéressait, c'est de dire, il y a une forme de silence. Vous voyez, sur les morts dans le village. Et en fait, les gens savent, connaissent l'histoire. Et quand j'ai posé des questions, c'est là où je suis arrivé à cette idée que ce qu'ils mettaient en avant, c'était moins les difficultés que la réussite, pas parce qu'ils étaient pris par l'illusion. Ils savaient qu'on pouvait mourir, puisqu'il y a des gens qui revenaient dans des cercueils. Ils savaient que c'était difficile sur les migrants. Mais pour eux, le fait de raconter de manière positive l'histoire participe à construire cette mobilisation. Alors, le fait de transformer, de romancer, c'est un peu le rôle des contes. Les contes, ils ont une forme de passage, de distribution de morale, et ces migrations deviennent de vraies légendes rurales ou légendes urbaines en fonction des territoires où on est, et les gens savent que ce n'est pas aussi beau que ça. Mais je vous dirais, la fonction de ce qui est raconté, c'est moins la vérité sur le fait de ces migrants, de ce qu'ils vivent, que l'idée que leur sort dans leur village n'est pas une donnée naturelle. Et donc c'est investi comme ça, ces contes, ils sont investis comme une remise en cause de la nature localement. L'idée qu'on peut changer. Si on raconte autant l'histoire de celui qui était orphelin et qui a fondé une entreprise, évidemment, très peu de migrants arrivent à une réussite extraordinaire. Mais derrière ce conte, ce qui est important, c'est moins de dire que tous les migrants peuvent créer une entreprise que l'idée que quelqu'un qui était orphelin, qui n'a pas fait d'études, a pu le faire. Vous voyez, et c'est sur le pouvoir de l'action. Et donc, quelque part, ces rêves, cet imaginaire collectif, est transmis comme un mode d'action moins que comme une vérité sur ces populations, sur ce qu'elles vivent. Et j'ai mis longtemps avant de saisir cet aspect-là. Alors que moi, j'étais encore dans l'idée, mais c'est faux, ainsi de suite. J'ai fini par comprendre que les gens s'en fichaient, en fait, que ce soit faux ou juste, mais ça leur sert simplement à remettre en cause la preuve, ça peut changer ce qu'on vit ici. Ce qu'on vit ici, c'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes, ça peut changer. Et donc, toutes les réussites sont investies pour remettre en cause l'ordre social local. Et donc, en réalité, la migration produit de la perturbation de l'ordre social traditionnel local. Et c'est un élément extrêmement important. Et donc, le rêve sert à ça. Vous voyez, ce rêve sert à ça. Et tous les jeunes rêvent de manière éveillée ou de manière imaginaire. Par exemple, les sociologues, on a très peu travaillé sur le rêve. Or, lorsque l'ensemble des migrants que j'ai rencontrés, moi, ils ont rêvé d'avoir 2 ans, 3 ans de partir avant de partir. Donc, le rêve, il a précédé l'action. Donc il y a une importance du rêve en tant que tel, le rêve éveillé, ainsi de suite. Et quand vous regardez la fonction du rêve à l'échelle individuelle, elle est extrêmement importante. C'est parce que nous rêvons nos situations qu'on finit par le faire. Et c'est valable pour nous, c'est valable pour... Donc ce sont des dimensions sous-utilisées, l'importance de l'imaginaire, non pas de l'illusion, mais de l'imaginaire comme possible ou comme champ des possibles. Et le rêve, il a cette fonction, c'est-à-dire qu'il est le champ des possibles. Ça ne deviendra pas forcément ça, mais ce champ des possibles existe. Et dans une démocratie, le champ des possibles, il est central. C'est-à-dire que c'est ça qui provoque les perturbations, c'est ça qui provoque la remise en cause de l'ordre établi. Moi, j'en suis arrivé presque à l'idée de dire qu'une démocratie, c'est une structure sociale instable. Parce que là où c'est stable, ça ne bouge pas, il n'y a pas de démocratie. Là où c'est instable, en réalité, c'est là où, si j'avais à donner une définition à la démocratie, je dirais cela. La démocratie, c'est un ordre instable.
Donc il y a ça. Alors sur les jeunes migrants, évidemment quand ils viennent, il y a l'idée des réseaux, ainsi de suite. Et quand vous arrivez dans un centre social et que vous rencontrez le psychologue, vous rencontrez pour vous, quand vous êtes jeune migrant, le représentant d'une autorité. Et vous représentez le représentant d'une autorité qui va instruire votre dossier. On a beau dire mais non, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils voient et donc ils vont livrer le discours qui correspond aux institutions qui les traitent. Et dans ce sens-là, ça fait partie de cette capacité d'adaptation. En réalité, si je prends le cas, là où il y a le plus de réseaux, ce sont les jeunes Nigérians. Et les jeunes Nigérianes, dans le sud du Nigeria, il y a un réseau de prostitution extrêmement fort, et c'est un réseau de prostitution tenu par une secte chrétienne, évangéliste, et qui a, c'est pas les Boko Haram, parce que dès qu'on pense Nigeria, on est sur Boko Haram, désolé, c'est pas Boko Haram, c'est une secte évangéliste chrétienne, et qui tient le réseau, qui a des gens en Italie, beaucoup, en Italie, à Lampedusa, et ainsi de suite. Donc on vous paye le voyage des jeunes filles, et une fois que vous êtes là, vous remboursez le voyage par la prostitution, en grande partie. Et en réalité, les filles s'échappent. Elles s'échappent quasiment toutes. Donc elles utilisent le réseau, et puis elles s'échappent par la suite. Donc il y a y compris, oui, on passe par le réseau quand il permet, et puis on s'échappe par la suite. Donc il y a tous ces aspects qui sont mêlés, et il est difficile de voir le réel. Le réel des comptes ou des discours qui sont tenus. Alors là, on engage un programme. J'ai déposé un nouveau programme sur la migration des jeunes enfants, avec l'idée de partir au Nigeria, au Sénégal, au Maroc, dans différents pays, pour voir ces éléments-là. Et sur les premiers travaux qu'on a et les premières enquêtes, moi, que j'ai pu déjà dépouiller, on voit qu'en réalité, il y a un désir de départ très fort chez ces jeunes. Et le point commun chez tous les jeunes qui partent, c'est déjà une mobilité interne. C'est souvent des jeunes qui ont beaucoup bougé dans le pays, de ville en ville, qui bougent beaucoup. Et pendant longtemps, on a pensé que c'était des gens sans famille. En réalité, ils ont des familles. Une bonne partie d'entre eux ont des familles et ils partent tout de même sans l'accord de leur famille pour certains. Pour certaines familles, elles sont disloquées. Donc il y a différentes situations. Mais le point commun de ces jeunes, c'est le désir de changer, d'avenir. Et le désir d'avenir, il est de plus en plus tôt chez ces jeunes-là. Et je dirais que ce n'est pas un hasard parce que dans ces pays-là, on arrête d'être enfant à l'âge de 12-13 ans. Et donc, nous, nos catégories d'âge, elles ne correspondent pas aux catégories réelles. Donc, forcément, un enfant qui a 12, 13, 14, 15 ans, vous voyez, le jeune Afghan que j'ai rencontré de 11 ans, pour lui, il était responsable de famille, dans sa tête. Il me parlait comme responsable de famille, responsable du frère de Navant, responsable de sa mère. Donc, je ne parlais pas à un enfant. Et dans sa tête, c'était un adulte. Et c'est, en tant qu'adulte, il voit le voyage et la migration, non pas en tant qu'enfant, mais en tant qu'adulte. Et ça, les centres justement d'accueil ont un problème avec ça. Alors qu'on reste sur la catégorie d'âge, nous, et on reste sur l'adolescence telle qu'on la traite, y compris les psychologues. On a eu un très beau colloque à Strasbourg, organisé par la Maison de l'Enfance européenne, où effectivement, ça a été ça toute la journée de la part des collègues psychologues, ainsi de suite, qui ont décrit, en réalité, décrivaient une catégorie d'âge qui n'existe pas. Et pour moi, le jeune Afghan de 11 ans, c'était un adulte. Et donc, il faut relire la manière de penser qu'il a présentée dans son discours, non pas comme un enfant de 11 ans, mais comme un enfant de 11 ans à Kaboul. Non. Non. Il y en a beaucoup. Ils se déplacent par fratrie. Les Afghans sont toujours par... alors que, par exemple, les Marocains, c'est par copains, par réseau de quartier. Subsahariens, c'est par village. Les Afghans, c'est toujours par fratrie, y compris chez les adultes. Vous voyez ? Et donc là-dessus, ce sont des éléments qu'on ne prend pas en compte dans le fonctionnement quand on les reçoit, et c'est trop pris en compte. Et vous voyez, on a des gens qui ont fait 3000 km et à qui on va leur dire « on va essayer de vous rendre autonome ». Voilà. Alors moi, quand j'assiste, je ne dis rien, parce que je ne suis pas là pour juger quand j'assiste à ces rendez-vous. Mais enfin, j'ai envie de dire, il est plus autonome que moi. Je suis incapable de faire à pied Kaboul, Marseille. Enfin, là-dessus, c'est pas là-dessus qu'il faut les mettre, ces jeunes enfants. C'est sur autre chose. Enfin, ils ont envie qu'une chose, c'est se former, c'est pouvoir travailler, savoir un métier. Là-dessus, alors les mettre à l'école, vous voyez, pour eux, non, je veux pas retourner enfant, je suis pas un enfant, je veux partir. Donc, on n'a pas de système d'apprentissage adapté à ces âges-là et qui les traiterait différemment. On ne sait pas faire pour l'instant, on a du mal. Or là, vous avez des gens qui ont des compétences extraordinaires. Vous voyez, et nous, on leur dit, maintenant, il faut que tu redeviennes un enfant de 9 ans parce que, non, quand vous avez vécu 6 mois dehors, dans les conditions qui ont été les leurs, c'est une illusion de penser qu'on va les ramener à l'étape d'avant.
Voyez, les épreuves qu'ils ont vécues, elles sont inscrites dans leur corps, hein, les traumatismes, et ainsi de suite. Et vous ne pouvez pas comme ça les refaire redevenir comme avant, c'est-à-dire qu'on enlève tout et on vous ramène à l'âge de 9 ans d'un enfant européen. Donc vous voyez, voilà, c'est un des problèmes que l'on a lorsqu'on a des contacts avec ces enfants. On les traite comme enfants, alors qu'en réalité, il faut les traiter différemment. Ce n'est pas des adultes, ce n'est pas des enfants, il faut les traiter en fonction du contexte et de la circulation pour voir. Donc là, on démarre hein, l'enquête, on sera en capacité de donner les premiers résultats un peu plus approfondis l'année prochaine, je pense. Sur ces questions. J'en viens aux questions que vous avez posées, elles sont extrêmement importantes. Et moi, c'est ce qui m'intéresse actuellement vraiment hein, comme question. Comme je dis, il y a des changements à l'État-nation. Je pense que les changements anthropologiques à l'échelle individuelle sont énormes, mais aussi bien en Afrique qu'en Europe, ainsi de suite, et que c'est ça que n'arrivent pas à gérer nos institutions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que nos changements, nous sommes déjà, nous, dans la pratique de la multiplicité. Et quand je dis la pratique de la multiplicité, moi, elle ne m'effraie pas. Je ne pense pas qu'il y ait d'illusion. Pourquoi ? Parce que lorsque j'interroge aussi bien des jeunes Français que des jeunes subsahariens qui bougent, c'est-à-dire qu'ils ont un rapport à l'histoire familiale, ainsi de suite, où ça devient juste un renseignement. L'histoire devient un renseignement, une information parmi d'autres. Je suis de Marseille, c'est une information parmi d'autres, elle ne me détermine plus. Mais je sais que je suis de Marseille, ça devient une information. Je ne sais pas si je me fais comprendre en disant l'histoire devient simplement une information, alors que chez nous, l'histoire est encore une commémoration. Et donc, ça fait encore, l'histoire vous définit avec la belle fable des Racines, vous voyez, qui fonctionne beaucoup. Hein. Ça peut être normal comme anormal, mais ce n'est pas la question, moi, que je dirais que je me pose, ce n'est pas de savoir si c'est normal ou pas, c'est est-ce que c'est encore fonctionnel ou pas ? Et je m'aperçois que non. On a de plus en plus un rapport à l'histoire et on confond souvent notre rapport à notre famille, à nos traditions, avec nos émotions avec ça. On a souvent un rapport émotionnel avec notre famille, ainsi de suite. Là, un autre pan hein, qui n'est absolument pas étudié par les sciences sociales, notamment la sociologie, la question des émotions, qui est extrêmement importante. Mais on maintient un rapport émotionnel. C'est-à-dire que les jeunes subsahariens, quand tu me parles de leur village, ils ont les larmes aux yeux. Voyez, de ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, ainsi de suite. Mais le fait d'avoir les larmes aux yeux ne détermine pas leur manière de penser leur situation actuelle. C'est là le changement, quand je parle de changement d'affranchissement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut contenir notre propre histoire comme une information parmi d'autres. On la maîtrise, elle ne nous maîtrise pas. Ce n'est pas notre histoire qui nous définit, c'est nous qui nous la définissons. C'est ça l'idée de ça devient une information. Et vous voyez, et lorsqu'on arrive à cet aspect-là, c'est-à-dire que lorsque nous définissons notre histoire plus qu'est-ce que nous définit, la dilution est diminuée, elle est plus à un risque. C'est lorsque notre histoire, moi je pense que la dilution est plus forte lorsqu'on se laisse maîtriser par notre propre histoire. Oui. Oui et non. Oui et non. Quand je dis on la maîtrise pas, on peut la maîtriser comme information. Quand j'y maîtriser, c'est pas la dicter, c'est pas la faire, c'est pas le dérouler. C'est la maîtriser dans notre vie individuelle, dans notre trajectoire. C'est lorsque je suis capable de voir ma propre trajectoire en fonction, en tout cas de manière dissociée, de mes appartenances, ainsi de suite, et que tout ça devient pour moi simplement quelque chose qui renseigne ce que je suis devenu. Vous voyez, c'est différent de dire je suis devenu comme ça parce que je suis corse, ou parce que je suis marocain, ou parce que je suis algérien, que je suis devenu comme ça parce que j'ai eu une part de la culture corse, une part de la culture marocaine, une part de la culture... Ce sont deux processus intellectuels différents. Et ce qui est en train de changer aujourd'hui de par la planète, on est en train de basculer dans le deuxième processus. Vous voyez, où nos traditions, vous voyez, ce qu'on appelle nos traditions, nos mœurs, nous déterminent beaucoup moins que ce qu'elles nous déterminaient auparavant, pour la bonne et simple raison que nous aspirons tous à la souveraineté sur notre propre histoire. Parce que si les traditions continuent à nous définir, les femmes ne réclameraient pas la liberté qu'elles réclament aujourd'hui. Parce que les traditions qui ont prévalu pendant 3 siècles, c'est la femme à la maison, l'homme contrôle, et ainsi de suite. Les jeunes ne réclameraient pas ce qu'ils réclament aujourd'hui. Un tas de choses ne seraient pas revendiquées. Or, ces revendications, elles sont l'indicateur d'un changement anthropologique, je dirais, post-national et post-racial. Or, nos institutions, et c'est le cas de toutes les institutions sont toujours en retard par rapport au fonctionnement social. Et là, on est dans un retard qui, je trouve, se creuse, qui est de plus en plus important, et où les institutions ne sont pas en capacité de répondre à ça. Donc, le processus d'individuation, lorsqu'il n'est pas reconnu par les institutions, il peut donner juste du capitalisme, du libéralisme, la compétition à tout va. Et c'est le problème que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que moins on reconnaît l'individuation comme une forme de liberté individuelle, plus elle sera appropriée ou captée par le capitalisme. Parce qu'il ne faut pas opposer l'idée de liberté individuelle, pour moi, elle n'est pas l'objet du capitalisme. Elle est quelque chose qui est importante pour les individus, ça devrait être un horizon de tous.
Or, pour l'instant, jusqu'à présent, on a laissé l'idée que la liberté, c'était que le capitalisme. Non, la liberté, c'est pas le capitalisme. Et moins on traitera la question de la liberté individuelle, plus elle sera l'objet du seul capitalisme, la consommation, et ainsi de suite. Donc, moi, c'est un peu ce que je perçois dans ma trajectoire, le fait d'avoir bougé, et le fait d'avoir interrogé des gens un peu partout dans le monde. Je m'aperçois qu'on aspire et qu'il y a de plus en plus ça, où l'histoire devient information. Donc, mon histoire familiale, elle devient une information et chacun est incapable de vous donner un déroulé. Et ça, c'est grâce à la psychologie aussi qui s'est immiscée un peu partout. On prend des distances avec sa propre histoire, parfois à l'excès. Mais je dirais que c'est un des changements anthropologiques majeurs. Vous voyez, c'est la démocratisation des esprits et la revendication de la souveraineté, d'être souverain sur soi-même. Vous voyez, quand la souveraineté individuelle s'exprime, de fait, la souveraineté individuelle et la souveraineté nationale ne sont pas toujours compatibles. Et elles vont s'entrechoquer si elles ne sont pas traitées. Vous voyez, or, on a des gens qui s'émancipent vers la souveraineté individuelle, donc par exemple, moi, ces gens qui décident de partir de manière illégale, c'est une forme de réquisition du droit à la circulation. Comme certaines réquisitions des logements vides, et ils disent on m'a interdit de bouger, je bouge quand même. Vous voyez, c'est une forme de réquisition du droit à la circulation. Donc on peut penser qu'on va arrêter tout cela que par la répression. Je ne connais aucun régime de répression qui a perduré des siècles et des siècles. Ils finissent tous par tomber un jour ou l'autre. Alors par contre, ils retardent, ils rendent la vie difficile aux gens, ainsi de suite. Et je pense qu'on est assez intelligent dans nos sociétés pour arriver à ouvrir ces débats que vous avez évoqués et à ouvrir les débats sur qu'est-ce que c'est qu'une démocratie aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un État-nation et en même temps comment on peut penser la compatibilité entre la souveraineté individuelle et la souveraineté nationale. Et de fait, si on pose la question de la souveraineté individuelle, de fait, ce qu'on met en évidence, c'est que nos libertés, nos droits individuels sont inaliénables. Chacun a le droit à la sécurité, chacun a le droit à une vie décente, chacun a le droit à participer à la vie politique, chacun a le droit à participer au choix. À partir du moment où vous élaborez ces droits-là, de fait, on élabore les droits de l'homme. Alors les droits de l'homme, ça fait un moment qu'ils ont été énoncés, mais ils commencent maintenant à rentrer comme mode opératoire dans notre manière de voir les choses et de penser, même si c'est encore un peu lent. Et je pense que c'est ça qui déstabilise et qui fait qu'on ne comprend pas certaines situations et que d'un coup, on a des mouvements qui sortent, on se dit mais d'où ça sort, on n'avait pas prévu cela, ainsi de suite. Si ça, c'était prévisible parce qu'on voit ces choses-là arriver et que les institutions ne se réforment jamais par elles-mêmes. Si vous regardez dans l'histoire, aucune institution ne s'est réformée par elle-même. Ce sont toujours les marges d'hier qui sont le centre d'aujourd'hui. Et ça, je pense que ça sera encore valable pour l'avenir. Les marges d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette manière de penser, ce que vous pouvez vous appeler l'alternatif, les pensées alternatives, ce seront le centre de demain. Et c'est dans ce sens-là que j'ai commencé par des vœux optimistes parce que si je regarde l'histoire sur des siècles un peu plus longs, peut-être qu'on ne vivra pas ça, mais si je regarde l'histoire sur des siècles un peu plus longs, je m'aperçois que quand même les choses ont avancé et qu'il y a une chose qui a avancé de manière formidable et qui est irréversible, c'est cette idée de démocratisation des esprits. Et on peut nous forcer, on peut nous contraindre, mais il y a une chose qu'on ne peut pas nous contraindre à faire, c'est de donner de la légitimité à quelque chose qu'on estime illégitime. Vous voyez, une femme, elle peut être battue par son mari, elle peut être dans des violences conjugales, mais il est fini le temps où les femmes pensaient qu'il était normal d'être battues par leur mari. Vous voyez, ça, c'est irréversible, et ça, c'est un changement majeur. Vous voyez, ce sont des changements majeurs dans nos institutions, et ce qui est valable dans notre société, il est valable à l'échelle de la planète. Vous voyez, et donc les migrations sont aussi un indicateur de cela pour moi, plus que d'autres choses. Okay. J'entends ce que vous dites tout à fait et je suis je ne pense pas qu'on ait quoi que ce soit à faire avec l'immigration chez nous, mais moi j'aimerais bien savoir répondre à des gens qui disent oui mais nous on s'est battus pour nos droits, alors pourquoi dans des pays aussi, et je sais personnellement, je sais bien que la colonisation est passée par là et que donc les gens n'ont pas compris au reste du monde, mais bon, quand même il y a des gens qui pensent qu'en France il y a des acquis sociaux et qu'on a bien le droit de les avoir et que donc notre nation tient par cela. Au fond, si vous voulez. Moi, je voulais savoir où est-ce qu'on peut placer la limite entre l'émancipation et l'abandon finalement. Et la frontière entre abandon et émancipation. Parce qu'effectivement, on parle de jeunes, comme vous l'avez dit, qui partent dans les villages, qui sont apparemment comme une espèce de sélection, c'est-à-dire que c'est les meilleurs éléments, ce que je comprends tout à fait.
Mais est-ce que finalement, une fois qu'ils partent du village, du coup, c'est un manque pour ce village, puisque les jeunes qui sont forts physiquement, qu'ils arrivent à traverser de grandes distances, s'ils sont clairement intelligents et malins, donc ils pourraient obtenir un diplôme, quel qu'il soit. Et est-ce que finalement, l'argent qu'ils envoient aux familles n'est pas une compensation trop faible par rapport à ce que qu'ils auraient pu apporter s'ils étaient restés sur place? Et si l'aide, une fois que les parents sont plus âgés, etc., l'aide qu'ils peuvent pourvoir n'est pas meilleure s'il est resté? D'accord. Ok. C'est autre question. Non. Alors, sur le des questions, oui. Alors, on s'est battu. Et quand je dis on s'est battu, le on, il faut le définir. Parce que ce on, en fait, il est beaucoup plus multiple que ce qu'on en dit. Et quand j'ai le on, moi je pense par exemple au on à Marseille, tirailleurs sénégalais, par exemple, qui se sont battus. Je pense à une partie des Alsaciens qui étaient à l'époque pas français et qui ont traversé, qui sont passés. Je ne sais pas si vous vous rappelez pas, mais sur l'histoire, quand il y a eu l'invasion des Allemands dans le Nord, une partie des gens du nord de la France sont descendus sur les murs du sud. On avait des dessins, les Belges dehors. Et en fait, c'était des Français du Nord qui étaient descendus suite à l'invasion. Donc, les gens se sont battus. Les Espagnols, vous voyez, qui sont arrivés ici, républicains, ils se sont énormément battus. Dans le monde ouvrier, ils ont été syndicalistes. Les Italiens, pareil. Quand on prenait les Italiens, quand ils sont arrivés, ils étaient dans les usines. Une bonne partie du syndicalisme s'est revivifié avec ce syndicalisme italien. Et ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que le on, c'est un on qui est multiple. Et c'est ça qu'il faut remettre en cause. C'est lorsqu'on est sur l'idée que le on, c'est simplement une petite partie de la population qui s'est battue. La population qui s'est battue, elle est beaucoup plus diversifiée que ce qui est dit. Et d'ailleurs, si vous prenez l'histoire même, et je le fais à mes étudiants des fois, de manière un peu pour les provoquer au départ, je leur dis, qui s'est opposé le premier à la sécurité sociale généralisée en France en 1910 ? La première proposition de sécurité sociale généralisée avait été faite. Vous voyez, quelles sont les premières forces qui sont opposées ? Syndicats ont été contre. Syndicats de salariés. Vous voyez, et lorsqu'on a les syndicats de salariés, parce qu'à cette époque, les syndicats, c'était les grosses branches. Vous voyez, des chemins de fer qui avaient leur propre caisse et qui ne voulaient pas, vous voyez, les dockers, ainsi de suite, et qui ne voulaient pas partager. Et donc, les syndicats ont dit non, on conserve. Les autres qui ont refusé, les médecins, déjà à l'époque, vous voyez, qui aujourd'hui ne refuseraient pas. À côté des médecins, les patrons, évidemment, ont refusé. Vous voyez, donc, la première sécurité sociale de 1910 refus conglomérés pour des motivations différentes, du monde syndicaliste et du patronat. Il a fallu arriver en 1947, vous voyez, pour qu'elle soit acceptée. Et quand ça a été accepté, la sécurité sociale, ce qu'on appelle nos acquis, certains de nos acquis sont formidables, d'autres ne sont absolument pas. Je prends qu'un point, vous voyez, si je prends la question de la retraite, qui est un système formidable. Le fait de dire, vous cotisez, ainsi de suite, ça c'est formidable. Par contre, ce qu'on a accepté en 1947, c'est que la retraite soit indexé sur les salaires. On a institutionnalisé en France, en 1947, les inégalités salariales. C'est-à-dire qu'on a dit à un ouvrier qui touchait moins qu'un cadre qu'il aurait beau travailler le même nombre d'années que le cadre, à sa retraite, il toucherait moins. Vous voyez ? Donc, y compris sur la notion d'acquis, il y a des choses qui sont belles, il y a des beaux acquis, puis d'autres qui doivent être questionnés. Vous voyez ? Et à plusieurs points. Et puis l'autre élément, aujourd'hui, sur quoi résident ces acquis ? C'est une vraie question. Aujourd'hui, les droits de l'homme, leur disparition serait un recul pour toutes les sociétés. Et le recul des droits de l'homme en tant qu'idée à l'échelle planétaire, c'est un blanc-seing donné à chaque nation de faire ce qu'elle veut. C'est Orban en Hongrie. C'est la Pologne. C'est un certain nombre d'États aujourd'hui qu'on appelle démocratie illibérale et qui remettent en cause ce qu'ils appellent le droit de l'homisme. On a eu une espèce d'offensive sur ce qui a été appelé le droit de l'homisme comme une espèce d'élément négatif. On impose le droit de l'homme. En réalité, les droits de l'homme aujourd'hui sont portés par qui ? Ils sont portés principalement par ces populations qui bougent. Elles en deviennent l'indicateur. C'est pour ça que je disais que le jour où elles arrêteront de bouger, le jour où on arrêtera de traiter, mais on reviendra au droit national et on sait aujourd'hui que le droit national n'est pas suffisant pour garantir un certain nombre de libertés dans certains pays. Vous voyez ? Donc je dirais oui, il y a des acquis aujourd'hui, mais il y a y compris les acquis de demain. Vous voyez ? Et les enfants de ceux qui vivent des acquis d'hier auront besoin des acquis de demain. Et les acquis d'hier ne leur suffiront pas. C'est ce débat-là qu'il faut qu'on ouvre. Quelle société ils voient pour leurs enfants ? Alors, soit on estime que ce qui a été fait en 1947, c'est suffisant, mais ça n'a pas empêché la pauvreté, ça n'a pas empêché ce qu'on appelle les acquis, vous voyez, ça n'a pas enlevé les 10% de pauvreté structurelle dans ce pays.
Et ça n'a pas remis en cause les catégories de classe, différences, et ainsi de suite. Donc ces acquis, il faut à la fois les défendre, mais en même temps, pas les mythifier non plus. Pas en faire un roman national, comme c'est fait souvent, avec l'idée, revenons à la société des années 70, on reviendra à la paix et la prospérité. Je vous rappelle simplement que dans les années 70, et dans ces années-là où l'État-providence était fort, il y avait des bidonvilles où il y avait plus de 30 000 habitants. Voyez, et qu'à Paris, vous aviez 300 logements avec une toilette dans la cour pour les 300 habitants. Par les années 70-80, et qu'à Marseille, il y a eu un bidonville jusqu'en 86. Allez. Non, on ne parle pas des immigrés, c'était y compris des Français qui étaient dans ces bidonvilles, des catégories populaires. Voyez, ce sont des choses qu'on oublie. Non, oui, mais ce sont des... les bidonvilles, on les a oubliés, ces années 70 jusqu'aux années 80, 20 000, 30 000 travailleurs, voyez. Donc cette histoire... les acquis sociaux n'ont pas gommé tout ça, et les acquis sociaux, c'est l'idée qu'on a obtenu quelque chose, il n'y a plus besoin d'autres. Les acquis sociaux, c'est en fonction des sociétés, ça bouge, et on aura besoin d'autres acquis sociaux. Il y a besoin d'autres acquis sociaux, c'est sur ceux-là qu'il faut mobiliser, et c'est là où il y aura besoin de tous pour se battre, pour les futurs acquis sociaux. Et je dirais que on ne peut pas convaincre dans un débat comme ça les gens, mais moi c'est comme ça que je verrai les choses. Donc il faut qu'on fasse toujours attention nous-mêmes, parce que comme on défend un système État-providence, on peut se retrouver à être porteur d'idéologie plus que de réalité, et à dire c'était merveilleux avant. Donc moi je trouve que la retraite par répartition elle est formidable, mais que le fait qu'un ouvrier qui travaille beaucoup plus durement que moi, touche une retraite 2 fois inférieure à la mienne, celle que je trouve ça scandaleux. Je ne peux pas me satisfaire d'un système où moi qui travaille dans une université au chaud, qui est arrivé à 30 ans avec des diplômes qui en plus valorisés socialement, dans les repas à table, c'est plus simple de dire que vous êtes universitaire que de dire que vous êtes ouvrier aujourd'hui, et puis accepter que ce système-là traite avec 1100 € l'ouvrier, et puis moi me donne beaucoup plus, alors que j'aurais beaucoup moins besoin de cet argent-là à la retraite que l'ouvrier en a besoin. On ne peut pas se satisfaire de cette société-là, donc dire, y compris à ces gens-là, ce sont ces acquis-là qui ne sont pas encore terminés, sur lesquels il faudra se battre. Oui. Non. Alors sur votre question, c'est une vraie question parce qu'elle revient souvent. Est-ce que ça aurait été mieux qu'ils vivent dans ces villages et qui restent? Évidemment que c'est une question compliquée, mais moi ce que je vois dans ces villages, c'est que ces départs-là transforment les villages. Ces gens réinvestissent. Je dirais que c'est pas le plus important, c'est pas le financier. Je prends que le Maroc, c'est 75 milliards de transferts de revenus des migrants marocains, européens au Maroc. C'est le déficit de la balance des paiements du Maroc. Vous voyez, quasiment qui revient en argent. Donc cet argent, il est réinvesti localement. Mais je dirais que ce n'est pas le plus important, parce que ça serait de se limiter à une vision économique. Ce que amènent ces migrants qui partent dans ces villages-là, ils participent au détachement et à l'émancipation des villageois restés sur place. Et ça, c'est un élément important, parce qu'on aimerait bien, nous, que le monde ne bouge pas, et que le paysan africain reste toujours paysan africain, que le Touareg marocain reste Touareg marocain quand je passe en vacances en touriste pour le voir sur son dromadaire, ainsi de suite. Mais en réalité, ils aspirent à autre chose, et pour une partie d'entre eux, ils aspirent à une vie décente. Et ce que amène les migrations, beaucoup plus que l'économique, c'est cette idée-là, que les choses doivent changer, y compris dans leur village. Voyez, et y compris dans ces villages-là, on a eu des revendications qui ont été importantes à partir des années 80, à partir des années 90. Et moi, je suis convaincu qu'une bonne partie de ce qu'on appelle le printemps arabe est liée à ces mouvements migratoires, parce que ces populations à qui on a dit les changements de situation sont impossibles ont découvert que c'était possible. Voyez, et les migrants n'envoient pas que de l'argent, ils envoient aussi des idées. Ils envoient des valeurs, ils envoient un certain nombre de choses, et ça participe à transformer ces villages-là. Et je dirais que cette transformation est beaucoup plus importante que les bras. Voyez, le fait de leur laisser des bras, des gens capables, on aurait maintenu le village Dogon comme le village qu'aime n'importe quel anthropologue qui souhaiterait faire une étude sur les Dogons. Mais moi, je souhaite que les Dogons puissent se soigner correctement, puissent ne plus mourir à 45 ans de différentes maladies, simplement pour rester des villageois authentiques tels qu'on les penserait, mais qui puissent avoir des hôpitaux à côté, qui puissent pouvoir se soigner. Ça, c'est possible parce que les Dogons, on commence à migrer. Une partie de ceux qui sont partis disent le changement, il est possible. Et ce sont ces éléments-là. Alors, je ne dis pas que ça évolue, ça fait tout changer. Évidemment que quand je vais dans ces territoires et que je vois l'arrivée du capitalisme, c'est dramatique. La consommation qui arrive, ce plastique qui est des mers de plastique en Afrique, et ainsi de suite, ce sont des choses dramatiques. Mais on ne peut pas vivre, nous, dans le confort du XXIe siècle et penser que le reste du monde va se contenter du XIXe siècle. C'est vivre une fois de plus dans l'illusion, d'autant que notre confort, on le rejette à la figure tous les jours. Par les médias,
par la télévision, parce que qu'est-ce qui dit que l'Europe est formidable? C'est la télévision. Vous voyez, c'est TV5 Monde, hein, avec les images, ainsi de suite. C'est nos films, c'est notre cinéma, c'est notre musique, c'est tout ça qui dit que l'Europe c'est formidable, ainsi de suite. Donc on ne peut pas à la fois dire on ne va pas bouger et puis faire en sorte que le monde, lui, continue à vivre tel qu'il est. C'est vivre dans l'illusion. Voilà, on est arrivé dans un moment historique où tout le monde demande son droit et son dû. Le problème que l'on a, c'est comment on débat pour que ce droit et ce dû soient partagés équitablement, de manière pacifique, avec le moins de violence possible. C'est ce débat-là qu'il faut qu'on ouvre aujourd'hui. Et si on ne l'ouvre pas, c'est accepter que la violence s'installe, s'ancre, et qu'on soit simplement dans un monde où la répression régule toutes nos obsessions et toutes nos illusions. Voilà, merci.